Bah voilà, je pense qu'on peut commencer parce que je vérifie que j'ai des gens qui ont l'habitude de venir. D'accord, ok? Hmm. Allô? Oui, monsieur. Donc, je pense qu'on peut commencer. Bon, les gens nous rattrapent par la suite, Inch'Allah, là. Ok? Ok. Monsieur, s'il vous plaît, vous m'entendez? Pardon? Monsieur, vous m'entendez? Oui, bien, très bien. Je vous entends là. Très, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler? Ce que je voudrais savoir, est-ce que tout le monde m'entend et que je les entende aussi s'il y a un problème. D'accord? Ok? D'accord. Ok. Ok. Donc, alors, je pense, je vais faire le tour un petit peu pour voir si tout le monde peut m'entendre et je les entends aussi. D'accord? Ok? Alors, Mohamida, vous m'entendez? Vous pouvez parler s'il vous plaît pour vérifier que je vous entende? Mohamida. Oui, monsieur, je vous entends. Amarouchi. Amarouchi. Oui, monsieur. Amin Boulaïki, vous m'entendez? Oui. Bencherif. 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 Boulalas, vous m'entendez? Boulalas? Boulalas. Dadi Adoun. Dadi. Vous m'entendez, Dadi? Oui, monsieur. Feknous. Feknous. Oui. Laimesh. Oui, monsieur. Jabala. Jabala. Oui, monsieur. Boilili, vous m'entendez? Monsieur. Ouada. Ouada, vous m'entendez? Oui. Malam. Malam. Malam, vous Oui, m'entendez? monsieur, je vous entends. Et le moi là, qui est sur moi? Je coule le moi là. Oui, monsieur. C'est vous? Là, Oui. là. Très bien, là vous êtes deux fois ici. Toumiat, vous m'entendez? Oui, monsieur. Belgasem, vous C'est la m'entendez? femme. Belgasem, Oui, vous oui. m'entendez? Très bien. Et Zimouche, vous m'entendez? Oui. Très bien, c'est parfait, c'est parfait. Donc on commence notre cours, d'accord? Alors je pense que la dernière fois on était resté à la réglementation des chaufferies. Alors, est-ce que quelqu'un peut me résumer un petit peu les points que nous avons vus déjà, donc pour les réglementations de chaufferie? Alors là, je pose la question suivante. Qu'est-ce que c'est qu'une chaufferie, s'il vous plaît? Ça consiste en quoi une chaufferie? Monsieur, c'est un local technique destiné à abriter les équipements de l'installation de chauffage. Très très bien. Donc en fait, vous avez donc c'est un local technique, c'est un espace qui est destiné à recevoir, disons, les équipements, donc principalement les chaudières avec leurs accessoires, etc. D'accord? Ok. Et donc en fait, donc on a vu un petit peu, disons les points qu'on a vus. C'était quoi premièrement? C'était quoi la première chose? D'accord? C'était L'implantation. quoi? C'est l'implantation. Donc on a vu l'implantation. Alors justement, cette implantation, si vous avez, disons, quelque chose qui est resté dans votre mémoire, alors cette implantation, elle est fonction de quoi? Cette implantation est fonction de quoi? D'accord. Alors, j'écoute, allez-y. Quelque part, s'il vous plaît, allez, on va prendre un peu de temps pour les y. Ah oui. Oui, j'écoute? En fonction de la J'écoute. puissance, monsieur. Pardon? En fonction de la puissance. Donc, vous avez en fonction de la puissance, etc. Et en fait, c'est la puissance uniquement. Donc, en fait, vous voyez bien que c'est la puissance principalement qui nous disons, qui nous conditionne sur disons, la position disons, des locaux techniques concernant les chauffeurs. D'accord? Est-ce que vous avez essayé un petit peu de télécharger l'arrêté du 23 juin du 78 concernant la réglementation des chauffeurs? Vous l'avez fait? Non? Non? Allez, ok. Donc, en fait, vous voyez bien, donc, on a vu, disons, un tableau dans lequel donc l'implantation. Alors, les différentes implantations, est-ce que, disons, les positions de la chaufferie. Alors, est-ce qu'on pouvait placer nos chaufferies?
Allez, je vous écoute. Un sous-sol, Oui, donc vous avez le sous-sol, effectivement. Encore. rez-de-chaussée, D'accord, vous avez le rez-de-chaussée, comme vous dites. Ensuite, la terrasse. pardon? La terrasse, Alors, avant d'arriver à la terrasse, L'étage. donc vous avez étage intermédiaire, n'est-ce pas? oui, Ok. l'étage intermédiaire. Donc vous avez un étage intermédiaire. Ensuite, vous avez La terrasse, la terrasse. Ensuite, l'extérieur. extérieur. Donc vous avez pratiquement, si vous voulez, les 5 positions possibles de votre, disons, chaufferie. Alors bien sûr, toutes ces implantations, alors, elles sont conditionnées par quoi? Elles sont conditionnées par quoi? Par la puissance, monsieur. Par la puissance. Il faut faire très attention, bien sûr, à chaque fois qu'une implantation elle est positionnée par, disons, conditionnée par la puissance des chaudières. Alors, vous voyez ici, donc on a vu donc ici, d'accord, voilà donc voilà, ok, donc on a vu ce, disons, pardon. Voilà, donc vous voyez, vous remettez un petit peu ce petit tableau que j'ai ici, n'est-ce pas? Ok? Oui. Le tableau, donc on fait juste un petit rappel, hein. D'accord? Voilà. Donc voilà, vous avez ce tableau-là, donc il faut toujours l'avoir en tête, il faut toujours l'avoir en tête, enfin en tête, il ne faut pas l'apprendre par cœur, mais savoir un petit peu les implantations, etc., et concernant, disons, où est-ce qu'on peut placer une chaufferie, où est-ce qu'on peut pas la placer. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que nous avons vu? Donc, après l'implantation, quels sont les éléments qu'on a vu par la suite? Accès chaufferie. Bien sûr, en fait, maintenant, c'est les dispositions concernant l'accès des chaufferies, d'accord? Bon, bien sûr, ça c'est important aussi, donc vous avez l'accès, d'accord? Concernant les chaufferies. Alors, bien sûr, selon, si vous voulez, l'implantation de votre chaufferie, vous avez différentes dispositions à considérer, n'est-ce pas? Vous avez différentes oui. Ah, bien sûr, voilà, donc les accès, donc en fait c'est la position, d'accord? Voilà, donc les accès, comment que ça doit se faire, etc. Quand vous avez par exemple, si vous voulez, une certaine position de votre chaufferie, donc selon, on peut avoir une seule porte, d'accord? Une seule entrée directe, comme on peut aussi avoir un sas, n'est-ce pas? Ok? Comme on peut avoir un sas. Alors bien sûr, les sas, quand est-ce que généralement on utilise les sas? Les sas, vous avez double porte. Voilà, le sas, c'est ce qui est au milieu ici. D'accord? Ok? Pourquoi utiliser un sas? Quand est-ce qu'on doit utiliser un sas? Monsieur, si le local technique est implanté dans le bâtiment. Dans le bâtiment, d'accord? Pour éviter qu'on ait une vue directe, si vous voulez, sur les circulations ou les espaces intérieurs, disons, du bâtiment où vous implantez votre chauffe. N'est-ce pas? Ok? Alors, donc, en fait, mais ensuite, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? Donc, les accès, on les a vus. Ensuite, troisième point, c'était qu'il y a important, c'est quoi? Dimensionnement. Pardon? Le dimensionnement. Le dimensionnement de quoi? Dimensionnement de quoi? Le dimensionnement des sections de ventilation, n'est-ce pas? Ok? Oui ou non? Oui. Le dimensionnement des sections de ventilation. Alors, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'on entend? D'accord? Qu'est-ce qu'on entend par section de ventilation, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez ce que j'écris, s'il vous plaît? Vous voyez ce que j'écris? Est-ce que vous voyez ce que j'écris? Un peu, monsieur. Un peu? Pourquoi un peu? C'est flou? Oui, un peu. D'accord. Et avec le vert, là, ça marche? Oui? Oui, monsieur. Très bien. Donc, c'est le bleu qui... Bah, je vais changer le stylo. Alors, s'il vous plaît, donc, je disais que pourquoi avons-nous besoin de dimensionner les sections de ventilation? Qu'est-ce qu'on entend par section de ventilation? D'accord? Les sections de ventilation. Alors, qu'est-ce que vous entendez par section de ventilation, s'il vous plaît? Quelqu'un peut-il me répondre? J'écoute. Les ETD et les ETE. Pardon? Pardon? Allez-y, allez-y, je vous écoute, allez-y. Quelqu'un a parlé? Je n'arrive pas à voir qui c'est. Les UTD et les UTE. Non, alors laissez ça de côté, ça c'est surtout pour la climatisation, d'accord, et la ventilation du matériel, d'accord. Maintenant, on parle des ouvertures de ventilation.
J'ai compris un petit peu votre souci, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas utiliser ce langage dans le cas de la ventilation, si vous voulez. Mais dans les chaufferies, on a utilisé quoi? C'est la ventilation. Haute et basse. Ouais. Voilà, donc la ventilation haute, d'accord? Et la ventilation basse, d'accord? Ventilation basse. Donc en fait, vous savez très bien que les locaux chaufferie, ah bah, il faut quand même les ventiler. Il faut les ventiler. Donc en fait, la ventilation basse, généralement, c'est l'amener d'air, d'accord? C'est la section d'amener d'air, d'accord? Et la section haute, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'extraction, d'accord? C'est l'extraction de l'air que vous envoyez dans votre local chaufferie, etc. Alors, ces sections, disons, ces sections de ventilation basse et haute étaient fonction de quoi, s'il vous plaît? J'écoute, j'écoute. Elle était fonction de quoi? De la puissance utile, monsieur. Pardon? Oui, de la puissance utile, bien sûr, de la puissance utile. Oui. D'accord? Mais en fait, mieux que ça, mieux que ça. C'était en fonction d'abord du type de combustible, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ok? C'était en fonction du type de combustible. Donc, les types de combustible que nous pouvons avoir, c'est quel type? C'est liquide ou Gaz. quoi? Ou gaz. Donc, en fait, on peut avoir des combustibles liquides. Alors, le combustible liquide, qu'est-ce qu'on entend par combustible liquide, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on entend par... Pardon? Liquide qui brûle. Bon, c'est le mazout, c'est le fuel, d'accord? Disons, le combustible liquide, on le connaît tous, d'accord? Enfin, quand tout un combustible brûle, d'accord? Mais liquide, c'est surtout le mazout, d'accord? Ok? Et aussi le quoi? Monsieur, s'il vous plaît, pardon. Vous avez Oui. écrit quoi pour la ventilation basse? Et ventilation basse, ici, donc, c'est amener d'air, ok? Belgasson, d'accord? Et haute, c'est l'extraction. D'accord. D'accord? C'est bon? Très bien. Donc, le combustible liquide, d'accord, le combustible liquide, c'est le mazout, par exemple, d'accord? Vous avez aussi, donc, on peut utiliser le GPL, d'accord? Le GPL. Alors, le GPL, ce sont des notations anglaises, donc, ça s'appelle Liquefied Gas Petroleum, ok? C'est ce que vous avez dans les bouteilles avec les samnoflubites, d'accord? Ok? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, maintenant aussi, donc vous avez le gaz. Bon, le gaz, c'est quoi? C'est le gaz naturel, ok? Donc, ça veut dire que nous pouvons avoir des chaudières qui fonctionnent avec un combustible liquide sur le mazout, ou bien on peut avoir, si vous voulez, disons, des chaudières qui fonctionnent avec du gaz. Alors, et en fonction du type de combustible, le calcul des sections de ventilation ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas? Ok? Par exemple? Alors, on commence, c'est juste un rappel qui peut être nécessaire. Donc, voyez ce tableau que j'ai là, donc en fonction du combustible liquide, d'accord? J'ai le combustible liquide ici, d'accord? Vous avez les sections de ventilation. Alors, bien sûr, vous savez, donc, vous avez un minimum, donc comment on la calcule? Vous avez un coefficient là que vous avez ici, et bien sûr, par kilowatt. Alors, bien sûr, vous avez des sections minimales à respecter. Vous voyez ce tableau ici, donc vous voyez les valeurs. Toujours, vous avez des sections minimales à respecter pour, disons, les ventilations hautes et basses, d'accord? Maintenant, pour le combustible gazeux, vous avez aussi, c'est en fonction de quoi? C'est en fonction de quoi? C'est en fonction de la puissance, bien sûr, pour la ventilation basse. Et alors, il y a deux possibilités. Soit qu'on ramène l'air frais par l'ouverture directement sur la paroi, et si disons, la chaufferie n'est pas en regard directement avec l'extérieur, on utilise des conduits d'air. À ce moment-là, ce n'est pas la section que l'on fixe, mais un débit en mètre cube par heure, etc. C'est clair? Oui? Oui. Oui, S'il vous plaît. oui, j'écoute. Allez. Monsieur, concernant le combustible liquide, avec les Oui. sections Minimal, oui. minimales, Oui. c'est avec la section d'ouverture, l'ouverture par l'extérieur, le minimal. Regarde. Supposons que j'ai mon local chaufferie, il est là, d'accord? C'est le local chaufferie que j'ai ici, d'accord? Alors, regardez. Normalement, je dois avoir une ventilation, disons une ouverture de la ventilation basse. C'est ce qu'on appelle la ventilation basse, d'accord? Ici. Ok? C'est l'amener d'air ici. Ok? C'est l'amener d'air. Ensuite, vous devez avoir une ventilation haute. Donc, c'est sorti, donc c'est la ventilation haute ici, d'accord? Et je crois, c'est l'extraction. Regarde? Ok? L'extraction que j'ai ici.
En fait, ces sections que vous avez ici, ces sections, les ouvertures que vous avez ici, vous les calculez selon la puissance, n'est-ce pas? Selon la puissance, parce que c'est 0, par exemple, 0,2 par kilowatt. Donc, vous prenez le 0,02, si vous avez 1000 kilowatts, vous multipliez par 1000, n'est-ce pas? OK? Et vous avez, disons, la section globale en décimètres, bien sûr, carré. Mais il ne faut pas oublier que si vous trouvez, par exemple, une valeur qui est inférieure, par exemple, à 3,5, il faut prendre 3,5 décimètres carrés. Donc, la ventilation basse minimale, ici, c'est 3,5 décimètres carrés. Et la ventilation haute, ici, c'est quoi? Pardon, c'est l'inverse, donc ici c'est 2,5, d'accord? Et l'autre c'est 3,5 décimètres. C'est clair? Oui. Très bien. C'est clair là? Ok, très très bien. Et donc en fait, il faut toujours penser au minimum, ne pas aller au-dessous de ce minimum. Bien. Alors bien sûr, donc vous avez maintenant le combustible gazeux comme on avait dit, donc cela dépend du mode, disons, d'amener d'air. On peut le ramener par une paroi, donc vous avez une ouverture directement. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous entendez par ouverture de, disons, en paroi et par conduit d'air, s'il vous plaît? J'écoute. J'écoute. Monsieur, par paroi, c'est une ventilation naturelle. Oui, oui. Et par conducteur, c'est... Par conduit, par conduit, par conduit. Par conduit. Oui. Par conduit, c'est une ventilation mécanique. Mécanique. Une ventilation mécanique. Donc en fait, regardez, si je prends par exemple, de toute façon on va le voir par la suite, d'accord, on va le voir, ok. Et donc en fait, si j'ai par exemple, si vous voulez, un bâtiment, d'accord, ici, d'accord, supposons par exemple que ça c'est le rez-de-chaussée, d'accord, regardez, ça c'est le sol, hein, d'accord. Bon, si j'ai par exemple une chaudière, un local chaufferie qui est là, d'accord, un local chaufferie qui est là, d'accord, et bien sûr, il est enterré. Il est enterré. Alors, qu'est-ce que je fais obligatoirement? Bah, je suis obligé quand même, si vous voulez, d'amener de l'air par un conduit. Donc, en fait, qu'est-ce que je suis obligé d'avoir? Je vais avoir directement, donc, par un procédé quelconque, donc je vais ramener, je vais avoir un conduit qui va venir comme ça, d'accord, vers le bas, d'accord, et ensuite, vous allez avoir l'air frais qui vient de ce côté-là, vous le soufflez dans le local, bien sûr. Si vous avez par exemple une autre possibilité, donc, de ne pas avoir, donc ici, vous avez un deuxième conduit, généralement, qui va aller vers l'extérieur pour l'extraction de votre air, n'est-ce pas? Donc, vous avez des conduits, bon, c'est ce qu'on appelle, c'est une VMC, c'est une ventilation mécanique, ok? C'est une ventilation mécanique, contrôle. C'est clair, s'il vous plaît? Oui. Oui? Oui ou non? Oui, monsieur. Très bien. Donc, on continue. Alors, si vous prenez des schémas, dites-moi que vous prenez les schémas pour ne pas que j'efface rapidement. D'accord, s'il vous plaît. OK? Alors maintenant, on passe, disons, au combustible gazeux. Donc, vous avez, disons, les débits que vous devez avoir. Les ventilations hautes aussi. Donc, ça peut se faire par conduit ou aussi, si vous voulez, par quoi? Par l'ouverture chez les parents. OK? N'est-ce pas? Alors, justement là, s'il vous plaît, si vous êtes dans cette formule, lorsque vous avez la ventilation haute, bien sûr, et même si vous avez donc la ventilation haute, qu'est-ce que vous voyez ici? Ce terme, c'est quoi? Le SCF. C'est ce qu'on avait dit, c'est le conduit de Fumée. C'est le conduit. Alors, qu'est-ce que c'est que pour vous le conduit de fumée, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que le conduit de fumée? S'il vous plaît, allez. Monsieur, c'est le conduit qui dégage les fumées. Voilà, c'est les produits de combustion. C'est le conduit qui dégage des produits de combustion. Ok? Et ça, c'est en liaison avec un quoi? Un DTU que je vous avais demandé, en fait, de voir par vous-même. D'accord? Vous l'avez téléchargé. Moi, j'ai lu ce document. Donc, ce qu'on appelle le document Fumistry pour calculer les conduits de section de fumée. D'accord? Ok? Regarde. Oui? Très bien. Donc, on continue, je pense. Oui, j'écoute là. Vous n'avez pas encore envoyé. Pardon? Monsieur, vous n'avez pas encore envoyé ces documents. Non, mais je pense que je vous avais dit de le Vous télécharger. n'avez pas encore Oui, je ne l'ai pas envoyé, mais en fait, vous pouvez le envoyé ces télécharger. documents. Si. Quel document? Ah oui. Quel document, là? Quel document? Madame, je vous écoute.
Elle a un problème de PC, monsieur. Ah, oui, justement, elle me l'a dit tout à l'heure, effectivement. Allez, on va l'attendre, allez, il n'y a pas de problème. Alors, justement, maintenant, on va passer. Est-ce que c'est clair dans vos esprits maintenant, s'il vous plaît? Oui? Très bien. Donc, on continue. Oui, là, c'est bon, vous avez. Oui. Mhm. Oui, là. Est-ce que vous avez reçu les documents là ce document, vous l'avez, je suppose, non? Réglementation chaufferie. Non, monsieur. Vous l'avez pas? Mais je pense que je vous l'avais dit de le télécharger, mais ben, je vais vous l'envoyer, aucun problème. Regarde. Ok. D'accord. Très très bien. Et, bon, on continue donc maintenant, vous voyez un petit peu, maintenant c'est l'évacuation, donc c'est juste des dispositions, si vous voulez, surtout concernant quoi? Concernant les évacuations, donc les cheminées, d'accord? Donc les évacuations de produits de combustion, c'est la mise en œuvre, d'accord? Le principe, en fait, il faudrait quand même, lorsque vous avez de l'air, disons, des viciers qui sortent, il faut quand même, si vous voulez, placer les cheminées correctement. Ça, c'est juste des dispositions, donc c'est des débouchés en toiture. Lorsque vous avez, par exemple, une couverture en pente, d'accord? Voilà les dispositions qu'il faut avoir. Donc, il y a disons, des distances à respecter vis-à-vis des parois ou des bâtiments qui sont mitoyens, etc., d'accord? Mais ça, ce sont juste des dispositions, donc, que vous pouvez, disons, respecter en voyant, donc, les DTU, etc., d'accord? Ok? Alors maintenant, donc, vous voyez ce tableau, s'il vous plaît. D'accord? Vous voyez ce tableau-là? D'accord? Vous voyez ce tableau. Ça, c'est la mise en œuvre des conduites fumées et des chaufferies au gaz naturel. Ok? D'accord? Ok? Alors maintenant, vous voyez bien que ce qui est important pour nous, donc, vous voyez le DTU, c'est ce DTU que je vous avais demandé de télécharger. C'est le DTU 24.1, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le DTU fumisterie. Donc en fait, c'est pour pouvoir calculer les conduites fumées, les débits de fumée qui sortent, etc. Ok? Très bien? C'est clair? Oui. Très très bien. Donc voilà, si vous regardez ici, donc voilà donc les sources que vous devez avoir, d'accord? Voilà, vous voyez donc vous avez l'arrêté du 20 et il a été modifié, d'accord? Ensuite vous avez surtout les guides pratiques des installations à gaz. D'accord? D'accord? Ensuite, vous avez ce qui est aussi, c'est les DTU 24.1 et les DTU 61. Bon. C'est clair? Oui. Oui, non, c'est clair? Très, Oui, très bien. monsieur. Alors maintenant, on va passer donc pour les éléments complémentaires. Alors, très, très bien. Donc, vous voyez ce qui a été écrit ici, s'il vous plaît? Vous voyez? Donc, vous mettez maintenant, disons, le point suivant. C'est quoi le point suivant, s'il vous plaît? C'est? Les éléments complémentaires. Donc, voilà, donc c'est les éléments. Je change ici. Ce sont les éléments. C'est quoi ce qu'on entend par les éléments complémentaires, s'il vous plaît, que vous lisez ici? Le premier, c'est quoi? Le premier, c'est quoi? Le premier, c'est quoi, s'il vous plaît? Monsieur, les moyens de lutte contre L'incendie, voilà. Des moyens de lutte contre l'incendie, d'accord? Ok. Alors, vous vous souvenez un petit peu, je pense qu'on en a parlé la dernière fois, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous comprenez par les moyens de lutte contre l'incendie? C'est tout à fait normal parce que vous avez des combustibles qui brûlent, donc vous avez quand même, vous avez des matériaux, enfin des combustibles qui brûlent, et il se peut qu'un incendie se déclare, n'est-ce pas? Oui, non. Oui? Oui, monsieur. Donc, il faut quand même prendre les dispositions nécessaires en cas d'incendie, de pouvoir éteindre ces incendies lorsqu'ils se déclarent. Ok? D'accord? On avait parlé un petit peu donc les combustibles solides ou liquides, d'accord? Et ensuite vous avez les combustibles gazeux, d'accord? Alors bien sûr vous avez deux tableaux ici, d'accord? Vous avez le combustible solide ou liquide, parce que vous savez très bien, qu'est-ce que vous entendez par, qu'est-ce que vous comprenez par combustible solide, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous comprenez par combustible solide? J'écoute. J'écoute. S'il vous plaît, quelqu'un peut-il m'éclairer? le bois. Donc, le diode de l'évacuation. Voilà, vous avez le bois, vous avez aussi le charbon, vous avez le coke aussi, d'accord? Le coke, ok? Ok? Vous avez tous ces combustibles solides qui existent toujours, les gens l'utilisent, même en Europe on l'utilise toujours. Bon, les liquides c'est clair, donc c'est le mazout, etc. Donc, vous avez en fait besoin d'un dépôt de quoi? Un dépôt de
de sable, de c'est sable. ça? Un sable, d'accord. Alors justement, donc vous avez besoin d'une pelle, vous avez des extracteurs portatifs par brûleur, d'accord. Donc ça c'est pour les liquide. Ensuite vous avez disons les combustibles gazeux. Donc vous avez un extracteur à poudre polyvalente de classe 5A ou 34B à combien d'impôts. Alors justement là, je pense on avait parlé la dernière fois. Donc en fait, ces extincteurs portatifs, est-ce que, bon, vous allez les voir dans le cours, disons, de sécurité incendie généralement, d'accord. Ces extincteurs portatifs, lorsqu'on vous dit, par exemple, du 34B1 ou du B2, d'accord, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est en fonction de quoi? C'est quoi ce type de, disons, d'extincteur portatif? D'accord. Quand on dit type 34B ou B2, etc. On avait peut-être fait, je pense qu'on avait un petit peu abordé ce sujet la Oui, dernière monsieur. fois, n'est-ce pas? Oui? Oui. Très bien. En Alors, fonction des combustibles. voilà, très Des bien. types Enfin, de feu. voilà, en fonction, comme vous dites, très bien, merci. En fait, c'est qu'en fonction de quoi? Du type de feu. En fait, c'est en fonction du combustible. OK? Et on avait combien de classes de feu? On avait combien de classes de feu? Tout ce qui est classe A, classe B, C, D et F, normalement. Voilà, en principe, vous avez toutes ces classes, bien sûr, toutes ces classes. Alors, le A, c'est quoi? C'est le A, c'est lorsque vous avez, par exemple, disons, Et solide, solide, donc vous avez le et bois, organique. tout ce qui est organique, tout ce qui est la cellulose, etc. D'accord, regarde, ok? Et en fait, sur ce type de combustible, qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on utilise? Bon, regardez, s'il vous plaît. Donc, lorsque vous avez un combustible solide, d'accord? Alors, pour éteindre les feux sur un combustible solide, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Si par exemple vous prenez disons un morceau de bois, qu'est-ce que vous faites pour éteindre le feu? Vous jetez quoi dessus? De l'eau. Vous jetez tout simplement de l'eau. Donc en fait, c'est un agent extincteur liquide d'une manière générale, mais alors c'est ce qu'on appelle, quand vous avez de l'eau, c'est ce qu'on appelle, en éteint, disons, le feu par effet, d'accord, par effet de refroidissement, d'accord? Ok? Par effet de refroidissement, donc de mouillage de votre combustible, n'est-ce pas? Ok? Vous n'allez pas voir ma... Non. Non, pas top, monsieur. Merci, donc je pense qu'il y a une petite... voilà. Vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant? Oui, monsieur. Donc, vous voyez, donc en fait, c'est par effet de refroidissement. Par effet de refroidissement, d'accord? Ok? Et maintenant, pour, disons, le combustible liquide. Le combustible liquide. Qu'est-ce qu'on utilise comme, disons, moyen pour éteindre, disons, le feu sur un combustible liquide? Est-ce qu'on va jeter de l'eau? Est-ce qu'on va jeter de l'eau? Non, monsieur bon. Nickel, non. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Extincteur. Ah, non, je parle du type de, disons, d'agent extincteur qu'on utilise. C'est l'agent. Donc ici, pour les combustibles, l'agent extincteur, c'est de l'eau. Input, Non, moi aussi, je sais pas comment ça. input. Ah bien, donc, alors, c'est l'effet, alors, on avait dit tout à l'heure que c'était l'effet de refroidissement. Pour les combustibles liquides, c'est surtout ce qu'on appelle l'effet de couverture. D'accord? Ok? C'est l'effet de couverture. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous comprenez par effet de couverture, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous comprenez par effet de couverture? Ça couvre le feu, je crois. On va D'accord. pas- Non, pas du coup. Alors justement, l'effet de couverture, il y a plusieurs façons. Comme a dit votre camarade, vous avez la poudre éventuellement, vous avez de la mousse, d'accord? Et aussi, vous avez aussi des quoi? Généralement? Des effets solides. Donc en fait, une couverture pourrait faire l'affaire pour les petits feux. Lorsque vous avez des feux assez importants, c'est surtout, disons, la mousse et disons, la poudre, surtout la mousse qui est utilisée, d'accord? Voilà. Alors, est-ce que vous avez, est-ce que vous comprenez un petit peu donc les effets donc disons d'extinction des feux concernant les différents types, si vous voulez, d'extincteurs portatifs? Il faut savoir qu'on les choisit en fonction du type de feu et les effets que l'on veut avoir. Donc, lorsqu'il s'agit des combustibles liquides, c'est l'effet de refroidissement. Lorsqu'il s'agit, si vous voulez, des combustibles liquides, c'est l'effet de couverture. Et bien sûr, vous avez aussi les gazeux. Gazeux, qu'est-ce qu'on utilise aussi? Les gaz, qu'est-ce qu'on utilise par exemple les gaz? Sur les gaz.
sur les gaz. Bien sûr, sur les gaz, qu'est-ce qu'on utilise généralement? C'est la poudre sèche généralement, ou bien les CO2. D'accord? C'est des gaz aussi. On utilise, disons, du dioxyde de carbone pour utiliser, pour, disons, comment dirais-je, éteindre, disons, les feux qui sont d'origine gazeuse. C'est clair? Oui. Ok? Très bien. Maintenant, on passe à autre chose. Donc, en fait, vous avez ici ce qu'on appelle, ça c'est quoi? C'est la gaine pompier, n'est-ce pas? Oui, non. Oui, non, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que, bon, vous avez une gaine, alors, justement, si on regarde cette gaine pompier, alors, oui? À quoi sert cette gaine? À quoi sert cette gaine pompier? Elle est destinée pour la protection civile, c'est les pompiers, d'accord? À quoi sert cette gaine, s'il vous plaît? Je l'ai souligné, d'accord? Je l'ai souligné. À quoi sert-elle? Pour J'écoute. l'évacuation des fumées. Voilà. Donc, en fait, s'il y a, si vous voulez, un incendie, d'accord, à l'intérieur, disons, d'un local en sous-sol, surtout, lorsque la chaufferie est en sous-sol, d'accord, qu'est-ce que nous avons besoin d'une gaine spéciale? C'est un conduit. La gaine, c'est un conduit. C'est un conduit là qui est directement, si vous voulez, en relation avec la chaufferie que vous avez en sous-sol et l'extérieur carrément. D'accord? Ok? Oui. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Et en cas d'incendie, bah, écoutez, les pompiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se connecter directement ici. D'accord? Et ils vont placer quoi? Un ventilateur d'extraction. D'accord? Ils vont placer un ventilateur d'extraction pour pouvoir évacuer les fumées, disons, du local chaufferie qui se trouve en sous-sol. Ok? D'accord? Ok? Oui. Alors, bien sûr, ici, vous avez toutes les caractéristiques. Donc, la section, c'est une section circulaire-rectangulaire. Il faut que la section ne soit pas inférieure à 16 décimètres carrés. Vous le voyez ici, non? Oui, Vous le voyez avec moi? 16 décimètres carrés, ok? Et en plus de ça, on vous dit que au moins 20 cm, vous avez la plus petite dimension. D'accord? La plus petite dimension. D'accord? Ok? Alors, bien sûr, 16 décimètres carrés, ça fait combien de côtés d'après vous? Allez. Si c'est carré, ça fait combien? Si c'est carré, ça fait combien? 4, donc ça fait 40 cm, d'accord? Ok? Ça fait 40 cm minimum, n'est-ce pas? Oui. Ok? Donc en fait, si c'est carré, vous avez 40 cm, tout simplement. Ok? Si vous avez par exemple un rectangulaire, c'est par exemple donc 16 décimètres en général, 16 décimètres carrés, donc ça vous fait, si vous voulez, une section, disons, de 40 cm par 40 cm, n'est-ce pas? Et par exemple, si vous avez un minimum qu'on vous précise là, de 20 cm de hauteur, quel est le côté? Il doit être de combien, s'il vous plaît? Il doit être de 80, n'est-ce pas? De 80 cm. Ok? Agda, vous respectez les 16 décimètres carrés que vous avez. C'est bon? Alors bien sûr, la paroi du conduit, qu'est-ce que ça veut dire coupe-feu? Coupe-feu, une demi-heure. Qu'est-ce que ça veut dire CF? Une demi-heure. C'est coupe-feu, une demi-heure, n'est-ce pas? Ok? Oui, non. Oui, monsieur. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire coupe-feu? Coupe-feu, une demi-heure. Monsieur, le matériau utilisé pour la gaine, il doit supporter le feu au minimum une demi-heure. 30 minutes. Voilà, c'est très très bien. D'accord, c'est bon. Donc voilà. En fait, donc vous avez aussi donc les raccords que vous avez ici, d'accord? Vous avez ici donc vous avez donc en fait ici, ça doit être aussi, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Qu'est-ce que vous voyez ce que j'ai dessiné en rouge lorsque j'entends? D'accord? Oui? Oui? Oui. Les pompiers chauffés. Il faut absolument que signaler, il faut absolument signaler, mettre une plaque lorsque vous avez la bouche disons, de la gaine pompier, il faut la signaler, ok? Il faut la signaler. D'accord? S'il vous plaît. Il faut la signaler toujours, dire que, attention, cette gaine pompier pour ne pas que les gens mettent quelque chose dessus, etc., pour ne pas qu'elle soit, disons, obturée. C'est clair? Oui. Ok? Très bien.
Bien sûr, vous avez toutes les autres dispositions donc, qui sont là, donc il n'y a aucun problème là-dessus. OK? Est-ce que vous avez compris un petit peu, disons, que l'intérêt de cette gaine pompier et le dessin au pompier, etc. D'accord? Magda? Oui. OK. Donc maintenant, vous avez maintenant c'est donc les mini chaufferies, les accès. Je pense que ça, on les a vus, mais en fait, elles sont, disons, implémentaires, ce que nous venons de voir sur ce côté. Donc maintenant, c'est quoi? C'est, disons, l'implantation. On en a parlé tout à l'heure, c'était un tableau, d'accord? Maintenant, c'est les implantations et axes. OK? Voilà. Donc vous avez des implantations, bon, évidemment, donc on a vu ça un petit peu tout à l'heure, d'accord? Mais on va en passer en revue, donc en fait, c'est la terrasse, n'est-ce pas? OK? Vous voyez un petit peu ce schéma, s'il vous plaît? Oui? Oui ou non? Oui. Oui? Oui, Et donc monsieur. en fait, regardez, donc il faudrait quand même que, voilà. Donc le niche en terrasse, l'accès peut être réalisé directement depuis la terrasse, par l'intérieur d'une porte, OK? D'une porte, ou à partir des parties communes, par l'intérieur d'une trappe, etc. Libre à vous disons, de voir ce que vous voulez avoir. Et donc regardez s'il vous plaît. Donc première des choses, vous pouvez avoir par exemple, si vous voulez, une porte carrément pour avoir accès à la terrasse, ou bien vous pouvez avoir aussi donc une trappe. Vous voyez un petit peu la trappe? Comme une trappe, donc juste une petite fenêtre là que vous ouvrez en terrasse pour sortir dans votre chaufferie, etc. OK? D'accord? Vous avez aussi donc voilà les autres trappes. Donc vous avez la trappe qui se trouve ici, d'accord? Vous êtes carrément monté, donc une trappe, vous montez directement dans votre local chaufferie, etc. OK? D'accord? Alors, qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous remarquez? Si vous regardez ce schéma, vous avez une ouverture ici, une ouverture ici. Donc, il ne faut jamais mettre l'ouverture directement sur quoi, s'il vous plaît? Sur la cage d'escalier. Ça, c'est une cage d'escalier, n'est-ce pas? Il ne faut pas mettre la trappe directement sur la cage d'escalier. C'est clair? Oui. Alors, pourquoi d'après vous? Pourquoi d'après vous? Pourquoi d'après vous? Pourquoi? En cas d'incendie, En cas oui. d'incendie, Mhm. l'évacuation des personnes ما تكونش Exactement, parce que les cas d'escalier, ce sont des chemins de fuite en cas d'incendie, n'est-ce pas? Il Oui. faut les préserver, il faut les protéger pour que les gens puissent, si vous voulez, disons, Ah, oui. sortir et se mettre en sécurité. D'accord? Hmm. Ok? D'accord. Alors, maintenant, vous avez par exemple le mini-chaufferie, c'est dans un camp. Bon, ça c'est vraiment rare parce qu'on parle de mini-chaufferie, ce sont des puissances relativement faibles. D'accord. Alors, installées dans les combles. Alors, ça c'est, disons, pour les constructions individuelles, donc les villas avec quelques étages, etc. Donc, bon, mais c'est vraiment rare. D'accord. C'est vraiment rare parce que vous avez donc une mini-chaufferie dans un comble. On peut l'avoir, mais c'est rare. D'accord. Ok. Hmm. Ok. Donc, vous avez ici, donc c'est toujours les combles, donc il faut toujours éviter à ce qu'on va placer, comment dirais-je, la chauffe, disons la trappe au niveau de la cale d'escalier. Ça, c'est juste une disposition constructive, etc. D'accord. Bon. Bon, maintenant, lorsque vous avez un bâtiment, donc ça c'est la position, c'est quoi c'est quoi c'est Rez-de-chaussée. une, une bonne sous-sol. Donc, vous voyez que la chaufferie elle est en sous-sol, d'accord? Elle Ah, est en d'accord. sous-sol qui peut, si vous voulez, éventuellement servir de parking, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous voyez dans ce schéma-là, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous voyez ici? On a deux portes, monsieur. Vous avez un sas, c'est ce qu'on a Un vu tout à sas. l'heure, n'est-ce pas? Nous avons un sas, tout simplement. Regarde, nous avons un sas, donc il faut avoir deux portes minimum, un sas pour, si vous voulez, entrer à l'intérieur de la chauffe. Ok? Bon. Maintenant, si vous avez par exemple une mini chaufferie donc dans le parc de ça carrément donc vous avez un stationnement etc. D'accord? Vous avez l'accès au sous-sol, il est comme ça, d'accord? Alors qu'est-ce que vous remarquez s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous remarquez? J'écoute. L'accès ici c'est quoi? J'écoute. J'écoute. Mhm. Alors qu'est-ce que vous lisez ici si vous... L'accès réalisé par une porte à partir
L'extérieur. De l'extérieur, d'accord? L'accès est réalisé à partir de l'extérieur, d'accord? Ok? Non pas par, disons, des accès du bâtiment, donc par les escaliers, etc., etc. Nous sommes d'accord là-dessus, s'il vous plaît? Ok? Monsieur, Donc il j'ai faut pas avoir compris. un accès par l'extérieur, ok? Donc ne pas rentrer par ces parties-là, donc, etc. Donc voyez votre accès qui se trouve ici, directement vous rentrez pour aller vers votre chaufferie. C'est clair? Ok? C'est bon? Oui? On continue. Alors maintenant, comment dirais-je, donc, le C, c'est quoi maintenant, si vous voulez, c'est l'alimentation En en combustible. combustible. Ah, voilà. Donc, c'est l'alimentation en combustible. C'est tout à fait normal parce que lorsque vous avez des chaufferies, vous avez, disons, des chaudières, vous êtes obligé de les alimenter, disons, en combustible. Donc, c'est l'alimentation en combustible. Alors, donc, on peut avoir combustible liquide ou combustible gazeux, c'est ça? Oui. OK? Alors, combustible liquide, c'est le fuel, ce qu'on appelle le fuel, d'accord? Bon, c'est un nom commun, ce qu'on appelle le fuel, ok? Alors, d'après vous, si on a besoin, disons, de mazout, ou le fuel comme on dit, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une citerne, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord, oui? Nous sommes Oui. d'accord là-dessus? Mhm. Nous avons besoin, si vous voulez, de quoi? J'écoute? Oh, j'écoute. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'une citerne. Donc, premièrement, donc, nous avons besoin d'une citerne. C'est ce qu'on appelle donc souvent ce qu'on appelle avec une citerne, avec un volume de stockage qui doit être supérieur à combien? À 1500 litres. 1500 D'accord. litres. C'est à peu près 1,5 mètre cube. C'est 1,5 mètre cube tout simplement. OK? OK? Et en fait, maintenant, si vous voulez, donc, on va avoir le schéma pour qu'on puisse expliquer. Donc, en fait, vous voyez ici, donc, vous avez tous les schémas de principe de l'accollement, d'accord, qu'on doit avoir, d'accord, pour, disons, l'alimentation des chaufferies en combustible liquide. Donc, vous avez besoin d'une alimentation, c'est tout à fait normal, d'accord. Vous avez ce qu'on appelle un aller-retour fuel, donc, vous avez deux tubes, d'accord, on va voir pourquoi tout à l'heure. Vous pouvez aussi avoir, donc, aller-réseau monotube, d'accord. Ici, vous avez aussi une vanne d'arrêt. Une vanne d'arrêt, un filtre, bien sûr, etc. Et vous avez un dispositif de jaugeage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, dispositif de jaugeage, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on appelle dispositif de jaugeage? C'est pour un petit peu le niveau, disons, qu'est-ce qui reste comme si vous voulez, c'est une jauge, ce qu'on appelle une jauge, donc pour voir un petit peu le contenu de votre combustible dans le citerne que vous avez, tout ça. Bon, maintenant, regardez le schéma. Vous voyez bien le schéma, s'il vous plaît? Oui? Oui. Alors, regardez un petit peu. Bon, donc, regardez. Si je regarde ce schéma-là, dites-moi qu'est-ce que vous voyez sur ce schéma, allez, pour ne pas que j'ai à commenter moi-même. Alors, quelqu'un peut-il me dire? Allez, Boalili, vous pouvez me dire, vous pouvez me commenter ça, Boalili, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que nous avons de ce côté-là? Ça, c'est la citerne, n'est-ce pas? Vous voyez un petit peu, c'est la Oui. citerne, regarde. Oui. Donc, vous avez la citerne ici, et vous avez la chaudière, vous avez le brûleur. Ça, c'est le brûleur, d'accord? Ok? Ça, c'est le brûleur que vous avez ici. C'est la chaudière que vous avez ici. Donc, ça, c'est le brûleur. Ok? Brûleur. Ça, c'est la chaudière. Et ça, c'est quoi? C'est le conduit de fumée. Ça, c'est le conduit de fumée que vous avez ici. Ça, c'est le conduit de fumée. Ok? Qui se calcule normalement. Il n'y a pas de problème. Donc, vous avez le conduit de fumée qui est ici. Ok? Et bien sûr, qu'est-ce que nous avons? Ici, c'est la citerne, tout simplement. D'accord? C'est notre citerne. Donc, vous voyez toute la légende qui est là. Vous avez toute la légende qui est là. D'accord? Vous arrivez à voir tout, s'il vous plaît? Le schéma et la légende ou là? Vous voyez pas là le schéma? Oui? Si. Vous voyez tout? Ah, très bien. Parfait. C'est parfait. Donc, regardez maintenant. Donc, j'ai ma citerne. Ok? Alors, qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît, ici? Alors, donc, je parle, par exemple, le 17, c'est quoi? Et le 18, c'est quoi? C'est quoi le 17 et le 18? Remplissage et event. Évent. Et un évent. Donc, regardez ce que vous avez. Donc, le 17, c'est un évent. Le 18, c'est un évent. Et ici, vous avez le remplissage. Donc, bien sûr, vous remplissez votre citerne de ce côté. Et ensuite, vous avez un évent. L'évent, c'est quoi? Ça sera quoi un évent, s'il vous plaît? Ça sera quoi un évent? J'écoute. Allez.
Bon, la bouche de souffle, la bouche, disons, 17, c'est remplissage. Vous ramenez, disons, votre tuyau et vous mettez le tuyau et vous alimentez pour remplir votre citerne. Alors, le 18, c'est qu'est-ce qu'on appelle un évent? Un évent, c'est quoi, s'il vous plaît? J'écoute. J'écoute. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez une idée? Dites-moi oui ou non? Non. Non, très bien. Alors, je préfère ça. Monsieur, Oui, j'écoute. Allez. monsieur, les vents, c'est pas sur un dispositif qui est extraction de l'air. C'est c'est les vapeurs de mazout. C'est les vapeurs de mazout. Regardez, parce que lorsque vous avez une citerne qui est là, d'accord? Parce que vous avez une citerne qui est disposée ici, donc comme ça. Donc, vous avez les vents, pourquoi? C'est lorsque vous avez du liquide à l'intérieur, d'accord? Vous savez très bien qu'il se forme toujours dans ce liquide, il y a des évaporations qui se produisent, n'est-ce pas? Vous avez des évaporations, d'accord? Et c'est du gaz, enfin, si vous laissez du gaz. Il faut quand même éliminer, disons, ces formations de vapeur de mazout vers l'extérieur. Ce qu'on appelle, c'est une ventilation. Un évent, c'est un système de ventilation de l'intérieur de la citerne du mazout. C'est clair? Agla? Oui. Est-ce que c'est clair pour l'ensemble? D'accord? Un évent, c'est pour permettre aux vapeurs de mazout de sortir vers l'extérieur pour ne pas qu'elles restent cumulées à l'intérieur de votre citerne. Agla? Ok? C'est On un le purgeur, dit. oui. Bien sûr, pardon? C'est un purgeur, ça m'a purgé Bien, le bien modèle. sûr, bien sûr, c'est comme un purgeur quand vous dites, d'accord? C'est comme les citernes d'eau, donc en fait, vous avez, disons, un évent, donc, ok? Pour permettre un petit peu à l'air qui se trouve à l'intérieur de vos citernes de sortir vers l'extérieur tout simplement. Ok? Bon, maintenant, vous avez le 10. Alors, le 10, c'est quoi le 10? Qu'est-ce que vous voulez dire sur le 10? Indicateur de niveau. C'est un indicateur de niveau, tout à fait normal, parce que regardez, donc j'ai besoin de connaître est-ce que ma citerne est vide ou non, c'est pour pouvoir un petit peu donc la remplir éventuellement. Parce qu'il ne faut pas qu'on tombe en panne, ok? Regarde. Le 15, c'est quoi? 15. 15. Indicateur de niveau limite. Voilà, donc en fait, il ne faut pas quand même que vous remplissez. Vous avez un minimum qui est là, d'accord? Et vous avez un maximum qui est là. Oui. D'accord? Parce que vous arrivez ici, vous dites stop, il faut pas remplir, il faut pas que remplir jusqu'à ce que ça déborde, n'est-ce pas? Il faut laisser toujours un espace pour l'air, donc pour qu'il soit là pour, disons, être en sécurité. D'accord? Hmm. Ensuite, qu'est-ce que vous voyez ici? Donc le 14, c'est quoi? Le 14, Clapet d'aspiration. c'est un clapet d'aspiration. C'est un clapet. Alors, justement là, je voudrais bien savoir qu'est-ce que vous comprenez par clapet d'aspiration, s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre peut me dire qu'est-ce que c'est qu'un clapet d'aspiration? Moi, je l'ai clapet d'aspiration, alors. Le clapet d'aspiration que vous voyez ici. Alors, s'il vous plaît, allez-y, je vous écoute. Ah, oui, j'écoute. Qu'est-ce que c'est que ce clapet d'aspiration, s'il vous plaît? C'est quoi ce clapet d'aspiration? On alimente le générateur. Là, regardez. Bien sûr, regardez, c'est tout à fait normal. Ici, vous devez avoir une pompe, il n'y a pas de problème, d'accord? Vous devez avoir une pompe, etc., il n'y a aucun problème. Et, alors, c'est quoi justement un clapet d'aspiration? Normalement, alors, regardez, s'il vous plaît. Lorsque vous avez une pompe, ici, supposons, je parle de n'importe quel liquide que vous voulez aspirer, d'accord? Normalement, vous avez une tuyauterie aspiration et une tuyauterie refoulement, n'est-ce pas? Magda? Ok? Oui ou non? Ça, c'est le côté aspiration. Monsieur table Moshiban. Pardon? Le table Moshiban. Ah, je m'excuse. Ah, peut-être j'ai fait une mauvaise... alors, je pense que aujourd'hui on a des petits problèmes. Mais on va rétablir le... C'est bon là? Non. Ah oui. C'est bon. Très bien. Donc regardez, si vous avez par exemple un récipient, un puits, je sais pas, comme vous voulez, et que vous avez par exemple un liquide à l'intérieur ici, et que vous voulez l'aspirer. Donc vous avez côté aspiration, vous avez une pompe, vous avez côté refoulement, c'est ça? Regarde. Oui. Alors, justement, ce que vous voyez en bas, d'accord? C'est ce qu'on appelle un clapet. Donc un clapet d'aspiration. Ce clapet d'aspiration, il a plusieurs fonctions. C'est quoi un clapet d'aspiration, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez une idée? Voilà, exactement. Donc en fait, lorsque généralement vous avez une conduite, un tuyau, si vous voulez, d'aspiration, comme ça,
D'accord? Il faudrait, qu'est-ce que il faudrait? Vous ayez un clapet, ici, qui puisse s'ouvrir. D'accord? Comme ça. C'est juste une petite plaque qui peut avoir un mouvement dans ce sens. Regardez la machine. Donc, lorsque la pompe démarre, hop, il s'ouvre. N'est-ce pas? Regardez la machine. Et ensuite, il se renferme lorsque vous arrêtez votre pompe pour que la pompe puisse toujours être, comment? Amorcée. Parce que si la conduite, disons, aspiration est vide, il se peut, par exemple, que si vous n'avez pas des pompes auto-amorçantes, elle ne peut pas démarrer. Donc, vous avez juste un petit clapet, donc juste un petit bouchon plat, d'accord, qui s'ouvre sous l'effet de l'aspiration de la pompe, etc. Et mieux encore, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi en bas? Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut mettre aussi, quoi? Ce qu'on appelle une crapaudine, d'accord? Une crapaudine. D'accord? Une crapaudine, bien sûr, avec un E. Une crapaudine. Ah, c'est quoi une crapaudine? Avec filtre, éventuellement, d'accord? Avec filtre. C'est quoi une crapaudine, s'il vous plaît? C'est juste un élément qui se place ici pour éviter que lorsque, par exemple, vous aspirez, vous n'allez pas aspirer c'est disons, un petit élément avec des fentes. C'est des fentes. Hein, ce que j'ai ici, c'est des fentes ici que je vais avoir tout autour. D'accord? Pour qu'il n'y ait pas disons, de quoi? De particules solides qui puissent remonter et aller vers la pompe. Parce que c'est clair. C'est un filtre, monsieur. Vous avez une crapaudine, vous avez avec un filtre, c'est crapaudine avec filtre. Regarde, on peut avoir un filtre, mais donc ça permet aux impuretés de ne pas, disons, être aspirées par la pompe éventuelle. Regarde. Ok? C'est bon? Oui. Bon, d'accord. Donc maintenant on va y aller, donc on est ici. Donc ici le 9, c'est quoi le 9, s'il vous plaît? Van police. Alors, la vanne police. Où est-ce qu'on a la vanne police? C'est ça? Vous la voyez? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vanne police? C'est pas la police, hein, attention, d'accord? Ok? Qu'est-ce que c'est? C'est juste une vanne de fermeture. C'est juste une vanne de fermeture. Regarde. C'est une vanne de sécurité. Comme la police, c'est la sécurité, c'est la sécurité. Donc, on l'appelle une vanne police, c'est pour la sécurité. En cas de nécessité, qu'est-ce qu'on fait? On ferme tout simplement. Regarde. Ok? C'est bon? Très bien. Et donc, on continue. Monsieur, Oui, monsieur a deux tuyaux branchés. justement, voilà. Alors, la vanne police, la vanne police, vous en avez une ici, et vous en avez aussi une ici. D'accord? Vous avez deux. Donc, si vous voulez, sur l'allée, de votre alimentaire. Alors, justement, votre camarade a posé la question. Nous avons deux tuyaux. Alors, pourquoi avons-nous deux tuyaux, s'il vous plaît? Pourquoi avons-nous deux tuyaux? Pourquoi avons-nous deux tuyaux? Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi nous avons deux tuyaux? Donc, vous voyez ici, donc, évidemment, c'est ce que vous avez, c'est le 11 et le 12, c'est ça? On les avons ici devant nous, d'accord? Donc, nous avons le 11 et le 12. Donc, le 11 et le 12, ils sont là. Voilà, le 11, voilà. Donc, vous avez le 11 qui est là. Vous avez le 12. Alors, qu'est-ce que vous lisez sur le 11 et le 12, s'il vous plaît? Conduite d'aspiration et conduite de retour. Donc, alors, justement, pourquoi avons-nous besoin, éventuellement, d'une conduite de retour? Suivez un petit peu, suivez. Suivez, disons, le cheminement, disons, le chemin du fioul. Regardez, le fioul, il part dans ce sens comme ça. D'accord, regarde. Ok? Il traverse. Il passe par la vanne police. Vous avez un petit volume là qu'on va voir qu'est-ce que c'est. Et ensuite, où est-ce qu'il va? Il va vers... Ça, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est quoi ça? Brûleur. C'est le brûleur. Effectivement, c'est le brûleur. Donc, vous avez l'alimentation. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il revient du brûleur vers quoi? Vers la citerne. Alors, justement, pourquoi avons-nous deux conduits? Un conduit aller d'aspiration, un conduit de retour. Bon, il n'est pas efficace à 100%. Non, c'est pas ça. Regardez, tout simplement. Lorsque vous avez, par exemple, votre brûleur qui est là, d'accord? Donc, certainement, vous allez l'alimenter en fuel. Donc, vous allez avoir un certain débit, d'accord? De fuel, regarde. OK? Mais est-ce que vous pensez que la totalité du fuel, elle est pratiquement, si vous voulez, utilisée? Donc, vous allez donner un débit
excédentaire. Et ensuite, tout ce qui n'est pas utilisé, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne vers l'acide. Regarde. OK? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, c'est un circuit fermé, monsieur. C'est un circuit, on peut appeler le comme vous voulez, circuit fermé, mais en fait, le circuit retour, donc toute la pompe que vous avez ici, la pompe que vous avez ici pour alimenter le brûleur, bon, elle va fonctionner avec un certain débit, mais tout le débit avec, il n'est pas complètement, si vous voulez, utilisé par le brûleur. Alors pourquoi d'après vous? Pourquoi? Parce qu'il se peut que vous avez une régulation. Si par exemple vous avez besoin, disons, à un certain moment d'une certaine puissance, il se peut qu'à un autre moment vous avez besoin d'une petite puissance. D'accord, n'est-ce pas? Et donc en fait, tout le débit que vous allez, disons, acheminer vers le brûleur, vous n'allez pas l'utiliser. Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que le tirage d'abord? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est le tirage thermique? Nous sommes d'accord? C'est le tirage thermique. Regarde. Parce que lorsque vous avez par exemple ici, au niveau des, ça c'est l'évacuation des gaz brûlés, n'est-ce pas? Ça c'est les gaz brûlés. Regarde. C'est les gaz brûlés. Ok? C'est les gaz brûlés. Mais en fait, qu'est-ce que vous avez? Alors ces gaz brûlés, on avait dit qu'ils peuvent être évacués soit naturellement, soit mécaniquement, n'est-ce pas? Ok? Oui ou non? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est compris? Donc en fait, lorsque ils sont évacués naturellement, on a besoin d'un tirage. Et le tirage, il se fait en fonction de quoi? Regardez s'il vous plaît. Un tirage thermique, c'est quoi? C'est généralement entre un point A vers le bas et un point B vers le haut. D'accord? Regarde? Oui ou non? Et en fait, qu'est-ce que vous avez? Vous allez avoir une certaine température ici. Vous allez avoir une certaine température, bien sûr, ici. Et vous allez avoir, quoi? Une certaine hauteur H entre les deux points. OK? Et le tirage thermique, on a vu. Oui, j'écoute. J'écoute, ma chérie. La lame, j'écoute la lame, oui. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez refaire parce que j'avais un problème de connexion. Oui, alors, qu'est-ce que vous n'avez pas vu la lame? Le régulateur de tirage. Alors, le régulateur de tirage, il est ici. Le réglage de tirage. Alors, quand on dit réglage de tirage, c'est le réglage thermique pour pouvoir évacuer les gaz brûlés. Les gaz brûlés qui sont produits au niveau de la chaudière. Alors, regardez s'il vous plaît ici. Vous regardez bien, vous voyez bien ce schéma. N'est-ce pas? Vous voyez ce schéma. Le régulateur, ça c'est ce qu'on appelle, disons, régulateur de tirage thermique. C'est un tuyau que vous placez ici. D'accord? Il va vers le bas. Alors maintenant, regardez s'il vous plaît. Bien sûr, vous avez un clapet qui se trouve ici, au niveau de du conduit de tuyau. Et ça vous permet, disons, d'avoir, si vous voulez certainement,
dans le tirage thermique, c'est fonction de la hauteur, c'est fonction, disons, de la température du point le plus bas et la température du point le plus haut. D'accord? Alors ici, ça nous permet, si vous voulez, d'avoir une certaine, donc vous le mettez carrément, si vous voulez, vers l'extérieur ici, d'accord? Et ça vous permet d'avoir une certaine température, éventuellement, entre le point A et le point B qui est plus haut. D'accord? Voilà, qu'est-ce que c'est, si vous voulez, un régulateur de tirage thermique. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Donc, bon, vous avez toutes les commandes, en fait, vous avez toutes les commandes, etc. D'accord? Voilà, c'est un clapet d'aspiration, on l'a vu. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous avez aussi? Qu'est-ce que vous avez ici? S'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez ici? Donc, vous avez le 3, c'est quoi? C'est le 3, c'est la commande. C'est le tableau de commande qui est placé à l'intérieur. Bien sûr, vous l'avez ici. Tableau de commande, etc. Vous avez le 4. Le 4, c'est quoi? C'est thermostat de sécurité. D'accord? Bien sûr, il faut avoir le thermostat de sécurité parce qu'on ne veut pas que la température de l'eau aille à une température assez importante. Donc, en fait, si c'est de l'eau, elle doit rester toujours au-dessous de 100 degrés, de 90 degrés au maximum. N'est-ce pas? Oui. Non. C'est clair? Donc, en fait, voilà, disons comment dire, donc vous avez le schéma presque parfait. Donc, en fait, disons de l'alimentation en combustible liquide pour les chaufferies. C'est clair? Avez-vous des questions à poser, s'il vous plaît, avant d'aller plus loin? Monsieur, la citerne, Oui. elle contient tout, le fuel ou la... Elle contient du fioul, elle contient du mazout. D'accord? Regardez qu'est-ce qu'on avait dit. Donc, alimentation en fioul. Le fioul, c'est du mazout, combustible liquide. OK? Oui. D'accord? Non, quand vous avez parlé يعني على l'eau هذا كيما هضرت على l'eau ما فهمتش اسكو لا سيتان يعني فيها l'eau لداخل. La cache, voilà, c'est du mazout, c'est du mazout. Enfin, j'ai pris l'exemple de l'eau parce que c'est un liquide tout simplement. D'accord? Regarde. OK? D'accord. D'accord. Voilà. Donc, c'est du mazout. L'eau, on n'a pas besoin d'eau, donc on a besoin de mazout pour pouvoir le brûler. N'est-ce pas? Regarde. Oui. Alors, vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Pour aller plus loin, avant d'aller plus loin? J'attends. Alors, qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît? J'attendais quand même une question, mais personne ne l'a posée. Qu'est-ce que vous remarquez sur le schéma que vous avez ici? La citerne et le local chauffé, ils sont complètement, comment? Complètement comment? C'est pareil. Pareil. Séparés. Voilà, ça c'est un point très important. Il ne faut pas qu'il y ait communication avec, disons, le local où vous mettez votre combustible et le local chauffé. D'accord? D'accord? À moins que, par exemple, vous voyez bien que même la tuyauterie, on n'a pas fait passer la tuyauterie à travers le mur, n'est-ce pas? Oui ou non? Monsieur, Oui. monsieur, pourquoi on sépare la citerne à la... Ben, écoutez, c'est clair, pour une question de sécurité incendie. Regarde. OK? en cas de... Bien sûr, écoutez, donc, si c'est un problème au niveau de la chaudière, vous avez un feu quand même ici, ben, écoutez, si ça ne se prend pas, il ne faut pas quand même qu'il y ait du combustible à côté qui puisse prendre feu rapidement. Bien sûr. Regarde, donc, et vous remarquez, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai ici? La tuyauterie, on ne l'a pas fait passer à travers les murs, n'est-ce pas? Regarde. Oui. Donc, on l'a enterré, on l'a noyé dans la dalle. On a noyé, donc, qu'il n'y ait aucune possibilité, disons, de communication entre les deux lots. C'est clair, s'il vous plaît? C'est une chose importante. Ne jamais mettre, si vous voulez, disons, une citerne de combustible à l'intérieur même de votre local de chauffe. C'est clair? Monsieur, Oui. pour le brûleur, mais cherche une ventilation. C'est bien sûr, justement, le brûleur, quand on avait parlé de la ventilation basse et la ventilation haute, n'est-ce pas? Regarde. Donc, le cas, on a une ventilation mécanique. Ça suffit pour... Non, non, attendez. C'est quand on dit mécanique, ça suffit, si vous voulez, disons, comment dire, un schéma de l'installation, disons, de la citerne combustible par rapport au local chauffé. Mais n'oubliez pas que nous avons d'autres aussi obligations. Donc, entre autres, la ventilation basse et la ventilation haute. On ne peut pas mettre la ventilation de ce côté sur le côté combustible. Vous avez d'autres murs, n'est-ce pas? Oui, non. Oui, non,
انا قلت بالك كاين يا اون تواتور Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, ici, je l'ai placé, par exemple, dans ce cas-là, mais quand vous dites, je peux avoir une toiture comme ça, il n'y a aucun problème, d'accord? Tout dépend où vous êtes. Si votre local chauffé est en sous-sol ou en étage intermédiaire ou en terrasse, c'est autre chose. C'est clair? اه Et est-ce que c'est clair? Maintenant, pensez toujours que le local chaufferie que j'ai ici, ah ben, je suis obligé toujours de le ventiler. Donc, je peux avoir, par exemple, de ce côté-là, une section disons, de ventilation comme ça, donc je la calcule. Et je peux éventuellement, par exemple, de ce côté-là, donc avoir une ventilation basse qui est calculée en fonction de ce que nous avons dit tout à l'heure. N'est-ce pas? OK? Regarde. Mais en aucun cas, elles doivent être sur le côté où vous avez votre citerne. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Regarde. Oui. Donc, il faudrait que ce soit sur les parois hautes qui sont mitoyennes avec le local, citerne, etc. C'est clair? Oui? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, donc ça c'était pour l'alimentation fuel. Maintenant, si c'est le Monsieur, problème, oui, j'écoute. s'il vous plaît, pardon. Ah ben déjà, Monsieur, oui. Oui. monsieur, est-ce que la puissance des générateurs et des dispositifs influe sur le choix des chaufferies, mini-chaufferies ou une chaufferie normale? Bien sûr, c'est tout à fait Oui, normal. c'est- Bien sûr. Les mini-chaufferies, en général, c'est pour les petites puissances qui sont inférieures à 95 kW. Regarde. OK? C'est bon? Merci. Et pour le reste, bon, lorsque vous avez des puissances importantes, c'est des chaufferies assez importantes. D'accord? OK? Selon la puissance que l'on veut installer. D'autres questions, s'il vous plaît? D'autres questions? D'autres questions, s'il vous plaît? J'écoute. Pas de- inférieure à, Pardon? monsieur, une puissance inférieure à, je sais À 85 kW. 85. OK? Regarde. Ah, je pense que tout ce que nous sommes en train de dire, donc en fait, vous l'avez dans le DTR qu'on a cité au plus haut. D'accord? OK? L'arrêté qu'on a cité de 78. Vous avez toutes ces informations. OK? Bien. D'autres questions, s'il vous plaît? Très bien. Et donc, en fait, regardez, donc vous avez aussi, donc on revient maintenant donc sur l'alimentation en gaz. Lorsque vous avez, par exemple, comment alimenter les chaudières, donc alimentation, gaz. Et bien sûr, l'alimentation gaz, c'est le gaz naturel, n'est-ce pas? C'est le gaz naturel. Donc, vous avez la réglementation relative. Donc, vous avez l'arrêté du 2 juin 77, modifié, etc. Vous avez le DTI 61.1, vous avez le DTI 65.4. OK? Regarde. Donc, alors maintenant, regardez. Nous allons voir quels sont les différents types de gaz que nous avons. OK? Et on commence toujours par disons, les pressions de service. Pression de service, vous avez avant compteur et après compteur, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire avant compteur? Qu'est-ce que ça veut dire après compteur, s'il vous plaît? De quel compteur s'agit-il? J'écoute. Prenons le quintal, le point. Alors, lorsque, par exemple, on utilise tous du gaz chez nous, n'est-ce pas? OK? Regarde. Oui. Non, donc on utilise du gaz chez nous. Donc en fait, si par exemple j'ai un bâtiment, ou là, peu importe, j'ai un bâtiment qui est ici. Donc vous avez par exemple la conduite gaz sonel gaz qui se trouve ici, d'accord? Vous faites un piquage généralement pour alimenter, disons, les gens, etc. Et qu'est-ce que vous avez ici? Un Vous mettez compteur. votre compteur, n'est-ce pas? Vous mettez votre compteur et ensuite vous alimentez les usagers, Oui. d'accord? Donc tout ce qui se passe de ce côté, c'est Avant. avant compteur et tout ce qui se passe de ce côté, c'est Après. après le compteur. Regardez le machin, ok? Oui. Alors maintenant, regardez, donc en fait, généralement, avant compteur, donc vous voyez, ce qui est important pour moi, c'est surtout la pression d'alimentation conduite principale. Les deux, combien les deux? 4 barres. Super. 4. Voilà, vous avez 4 barres en général, d'accord, ok? Ensuite, alors, ça c'est le gaz naturel, d'accord, ok? C'est le gaz naturel, ok? Maintenant, ici, lorsque vous avez un gaz qui est stocké, tous les gaz stockés, tu as les bouteilles, hein, donc tu as les bouteilles de, ok? Oui. De Oui. GPL. Donc vous avez donc le gaz stocké, bon, vous avez le propane, vous avez ce qu'on appelle le butane, vous avez le propane, vous avez etc. Ok? Regarde. Donc on utilise ce type de gaz. Alors maintenant, bien sûr, à 20 degrés, il faut qu'il soit normalement à 20 degrés, vous devez avoir une pression de combien
de 8 bars. 8 bars. Ok? Il est sous forme liquide en général. Il est sous forme liquide. Une fois qu'il se détend, il devient gaz. Regarde. Ok? Oui? Alors maintenant, regardez. Nous avons ce tableau. Donc maintenant, on va voir la détente, c'est-à-dire les pressions que nous avons après compteur. Les pressions que nous avons après compteur. Alors, s'il vous plaît, lorsque vous avez le propane, donc en fait, vous avez des bouteilles. Le gaz naturel, c'est clair. Le gaz naturel, vous avez des pressions d'alimentation de 4 bars avant le compteur. Et lorsque vous êtes après compteur, qu'est-ce que vous avez? Quelles sont les pressions que vous avez ici? Quelles sont les pressions? J'écoute. Combien vous lisez, s'il vous plaît, pour les pressions? 19, On 21. met les barres. Mais donnez-moi l'unité, s'il vous plaît. D'accord? Oui. D'accord? Vous avez du 4 bars, certes, mais en fait, ça c'est avant le compteur. D'accord? Et après le compteur, combien vous avez? 19? Mais les barres. Alors, écoutez, alors qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Pression faible. Pardon? Pression très faible. Pression très faible. Pression très faible, bien sûr, c'est surtout une question de sécurité. Alors, vous avez maintenant, vous avez un petit peu l'ordre d'idée de la pression d'alimentation du gaz naturel à neuf dans nos maisons. Et c'est elle est combien? Soit 21, soit 19 millibars. C'est vraiment peu, hein, n'est-ce pas? C'est clair? Oui, non. Oui, monsieur. Donc vous avez, alors, un bar c'est 19, c'est vraiment, c'est incroyable, c'est des fréquences qui sont très très faibles, c'est question de sécurité d'abord, avant tout, d'accord? Et ensuite, c'est aussi, donc ça, il est quoi? Si j'ai par exemple une pression d'alimentation de 19 millibars, ou là de 21 millibars, ça veut dire que le réseau intérieur d'alimentation gaz, il ne faut pas qu'il y ait des pertes de charge importantes, sinon je vais diminuer de façon drastique, disons, la pression d'alimentation. Regarde. Ok? Oui. Ok? Regarde la machine. Donc il faudrait que toutes les installations intérieures intérieures, il faut qu'elles aient, si vous voulez, des longueurs relativement faibles pour minimiser le perte de charge. En général, vous savez très bien que dans les installations maison, le maximum de perte de charge dans une installation maison, il faudrait que la perte de charge, le delta P, disons lorsqu'il s'agit du gaz naturel, il faudrait qu'il soit compris entre 0,5 à 1 millibar, pas plus. C'est clair? Ok? Est-ce que c'est clair pour l'ensemble, s'il vous plaît, là? Oui, monsieur. Très bien. Donc, il ne faut pas le perdre de là. Maintenant, vous avez donc les pressions d'alimentation pour le gaz naturel. Maintenant, pour le propane. Est-ce que vous faites la différence entre gaz naturel et propane, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que vous faites la différence entre gaz naturel et propane? Non, non. Non? Monsieur, propane تاع اللي يجي في لي بوتاي. في les bouteilles, effectivement. C'est les الغاز grandes ناتورال bouteilles. اللي يجي من صناع الغاز. Voilà, c'est les grandes bouteilles qui se vendent, c'est avec les gaz, etc. D'accord? Monsieur, pas le gaz de, le gaz naturel, en principe, c'est le gaz de, d'accord? Le propane, il est stocké dans des bouteilles. Toutes les bouteilles à l'oxygène, donc les grandes bouteilles d'oxygène ou l'acétylène, non? Ok? C'est des grandes bouteilles qui sont comme ça, donc en fait, elles sont remplies vous avez des bouteilles qui sont comme ça, d'accord? Oui. Ok? Donc vous avez des bouteilles de propane. Ok, voilà. C'est clair? Donc le propane, c'est un gaz qui est stocké sous forme liquide à combien? À 8 bars. D'accord? Regarde. Ok? Et ensuite, lorsqu'il se détend après le compteur, vous avez des pressions donc de 50, 34 jusqu'à 300 millibars. Ok? C'est clair, s'il vous plaît? Ok? Oui? C'est bon? Ok? monsieur معليش تعاود تشغل دوك ما سمعتكش. Donc regardez, je répète, donc vous avez le propane. Le propane, c'est un gaz qui est stocké dans des bouteilles. Le gaz naturel ou le gaz de ville, c'est du gaz qui est livré directement sous forme de gaz. Regarde? Oui. Ok? Les pressions d'alimentation, après compteur, vous les avez ici. Les pressions d'alimentation, après compteur, vous les avez ici pour les deux types de gaz naturel que vous avez. Ok, s'il vous plaît? D'accord? Oui, monsieur. Ok? Ok. Ensuite, bon, donc vous avez, disons, les types, disons, les instruments précomptables, bon, ça c'est pas important, mais ce qui m'intéresse maintenant, regardez, c'est le bloc et le poste de détente. Et poste de détente, s'il vous plaît. Alors, regardez, qu'est-ce que vous avez?
Vous avez ce qu'on appelle un bloc de détente et un poste de détente. Alors, qu'est-ce qu'on entend, si vous voulez, par bloc de détente et poste de détente? Qu'est-ce que c'est qu'un poste, un bloc de détente ou là, un poste de détente? J'écoute. J'écoute. Pour défendre le gaz. Alors regardez, bien sûr, le détente, c'est-à-dire quoi? Qu'il était à une pression importante, il faut le faire passer à des pressions relativement faibles d'utilisation. Si par exemple l'alimentation était à 4 bars, d'accord? Il faut quand même que la pression devienne 19 millibars. Nous sommes d'accord là? Oui? Oui ou non? Oui ou non, s'il vous plaît? Oui. C'est clair? Alors maintenant, vous voyez par exemple, je ne sais pas si vous faites attention, mais à l'entrée de chaque bâtiment, vous avez un élément extérieur, donc qui arrive lorsque vous avez l'alimentation de votre gaz. Lorsque vous avez l'entrée de votre bâtiment ici, par exemple, vous avez toujours un élément là qui se trouve à l'entrée du bâtiment, de chaque cas de l'entrée du bâtiment. Vous avez ce qu'on appelle un détendeur. Regarde, ok? Ok? Un détendeur. Qui vous permet donc d'abaisser la pression qui était de 4 bars au départ, eh ben, il va l'abaisser jusqu'à, disons, la pression d'alimentation de 19 millibars que nous avons ici. C'est clair? Ok? Regarde. Et si vous regardez ce schéma, vous le connaissez un petit peu ce schéma, non? Oui ou non? Oui, le compte. Oui. Ah oui, voilà. Donc, tu as fait le compteur diacomagal. Donc, en fait, ça, c'est pour la sonde gaz, bien sûr, etc. Et vous avez vos détenteurs et ensuite, vous avez votre alimentation directement que vous avez. OK? Mm. Maintenant, donc ça, c'est pour le gaz naturel, disons, le gaz naturel, alimentation au gaz naturel, d'accord? Maintenant, si vous avez, par exemple, les pots de détente pour les citernes, donc lorsque vous avez des citernes que vous avez ici, donc des bouteilles ou citernes, voilà donc ce que vous devez avoir comme disons, bloc de détente, tout ça. D'accord? Regarde. Vous avez des détenteurs qui sont placés juste à la sortie de votre citerne. Regardez, c'est la citerne, d'accord? C'est ça les citernes que vous avez. Ok? Ça, c'est une citerne. Et vous avez tous les éléments, donc robinet d'arrêt, et avec tous les détendeurs que vous voyez ici dans la commande, c'est avec un robinet d'eau aussi que vous avez. C'est clair? Regarde. Très, très bien. Très bien. Et donc, on va continuer. Maintenant, ce qui est important pour nous, donc on va aborder le terme, c'est la tuyauterie, n'est-ce pas? Regarde. Oui? Oui. C'est la tuyauterie. C'est les matériaux, donc en fait, qui sont utilisés, d'accord? Donc c'est les matériaux de la tuyauterie. Alors, quels sont les différents matériaux que l'on peut utiliser, d'après ce que vous voyez ici, s'il vous plaît? Les matériaux de canalisation. L'acier, Oui? le cuivre et le polystyrène. Vous avez l'acier, le cuivre, d'accord? Et le polyéthylène. Le plomb, vous avez aussi de l'aluminium, et vous avez aussi le polyéthylène, d'accord? Regarde. Ok? Alors bien sûr, je pense que maintenant, ça c'est tellement vieux qu'on n'utilise plus le plomb, d'accord? L'acier, bien sûr, on peut l'utiliser, d'accord? Le cuivre, on peut l'utiliser, mais il coûte cher, donc il faut faire très attention à l'utilisation du cuivre. C'est surtout pour les installations intérieures où l'installation n'est pas très importante, n'est-ce pas? Regarde. Ok? Maintenant, vous avez, donc l'aluminium aussi coûte cher, il faut faire aussi très attention donc, à son utilisation. Maintenant, qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce que vous voyez? Le polyéthylène. Le polyéthylène. D'accord? Alors, c'est quoi le polyéthylène, s'il vous plaît? C'est quoi le polyéthylène? J'écoute. Vous n'avez jamais été curieux de voir un petit peu son gaz lorsqu'elle travaille et lorsqu'elle fait les installations de gaz? Et quels sont les types de canalisation qu'elle utilise? J'écoute. 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 C'est quoi le polyéthylène? C'est quel matériau? C'est du plastique, monsieur. Bien sûr, c'est du plastique tout simplement. Donc, enfin, pas le plastique tel que l'on voit, d'accord? Mais en fait, c'est un matériau, donc, si vous voulez, ce qu'on appelle un matériau, donc, polyéthylène du type, si vous voulez, conduit souple, d'accord? Mais souple, c'est suffisamment rigide. Si les fameux, par exemple, si vous voulez, comment dirais-je, tuyauterie,
qui sont que vous voyez en bleu pour l'alimentation de l'eau potable. C'est à peu près le même matériau, mais spécial pour le gaz, etc. OK? Mm. C'est clair? OK? Alors justement, là, donc voilà les matériaux que l'on peut utiliser, mais généralement, si vous avez soit de l'acier, généralement, soit du polyéthylène maintenant, c'est ce qui marche le plus. OK? Regarde. Et maintenant, regardez, donc en fait, qu'est-ce que vous voyez ici sur ce schéma-là, s'il vous plaît? Vous avez l'acier. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est écrit ici? Des noms. Vous avez pour l'acier, vous avez la spécification technique qu'on appelle ATGB 520. Vous pouvez la télécharger sur Internet, d'accord? OK? Vous avez la TG, la B524 pour le cube. Vous avez le polyéthylène, vous avez la norme LF TC 065. Téléchargez pour un petit peu. C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente toutes ces normes concernant les différents types de matériaux, des canalisations de combustible, gaz bien sûr. OK? Regarde? OK? Mm. Maintenant, donc, en fait, vous avez pensé bon, je pense que disons, c'est pas sorcier. Donc, vous avez les conduites, donc, exemple de diamètre de minimum, en millimètres, bien sûr, avant le compteur. D'accord? OK? Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Donc, les conduites basse pression. Le BP, c'est les conduites basse pression. Ici, vous avez les conduites moyenne pression. Regarde? OK? OK? Oui, monsieur. Donc ça c'est clair, on n'a pas besoin de en fait. Et maintenant donc l'alimentation en gaz des chaufferies. Alors, elle dépend de la pression à laquelle le gaz est livré, bien sûr, tout à fait normal. De la pression nécessaire au fonctionnement des brûleurs, parce que les brûleurs, vous avez une fonction minimale pour qu'ils puissent fonctionner. Donc vous êtes obligé de tenir compte de la pression minimale, disons, de fonctionnement du brûleur. OK? De la nature du gaz, tout à fait normal, parce que on va voir pourquoi tout à l'heure. Alors, pourquoi c'est en fonction du gaz naturel? Alors, quels sont les paramètres, si vous voulez, qui caractérisent un gaz, un combustible gazeux, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Quelles sont les caractéristiques, disons d'un combustible gazeux? OK? J'écoute. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée, s'il vous plaît? Non? Pas du tout? Alors, justement, les combustibles gazeux, ils sont caractérisés par ce qu'on appelle le pouvoir calorifique. D'accord? Le pouvoir calorifique. C'est clair? Vous voyez vous allez bien voir ce que j'écris sur le tableau. Oui. Très bien. Donc, le pouvoir, alors, d'après vous, que représente le pouvoir calorifique, s'il vous plaît? Que représente le pouvoir calorifique? J'écoute. Que représente le pouvoir calorifique? C'est la quantité d'énergie, d'accord? En principe, c'est la quantité d'énergie, donc qui est libérée carrément, donc quantité d'énergie libérée, pardon, libérée par un mètre cube de gaz. OK? Regarde. Est-ce que c'est clair? C'est bon là? Oui. OK? Donc vous avez donc le pouvoir calorifique, c'est quoi? C'est voilà, donc c'est la quantité d'énergie qui est libérée éventuellement par un mètre cube de gaz, etc. Et bien sûr, vous avez on va le voir tout à l'heure, donc vous avez deux types de pouvoir calorifique. Ce qu'on appelle le pouvoir calorifique inférieur, d'accord? Et le pouvoir calorifique supérieur, d'accord? Monsieur, Bon, libéré par un mètre cube de gaz. de gaz brûlé, d'accord? Oui. De gaz brûlé, regarde, de gaz brûlé, ok? C'est bon? Oui. Donc en fait, on définit normalement le PCI. Le P, c'est le pouvoir calorifique inférieur. Le PCI, pouvoir calorifique inférieur. Le PCS, c'est le pouvoir calorifique supérieur. N'est-ce pas? Oui. OK? Très bien.
Et donc voilà ce que nous avons sur les défis. Donc en fait, la nature du gaz, donc etc. Ensuite, vous avez les caissons, donc les récipients de les kéfis, etc. D'accord? Vous avez les organes de coupure, on les a bien, disons, énumérés tout à l'heure, etc. Ok? Agda? Oui? C'est bon? C'est bon, s'il vous plaît? S'il vous plaît, c'est bon? Oui. En même temps, regardez, on passe quand même disons, comment dirais-je, ici, si on revient un petit peu donc, à ce que nous avons ici, c'est les organes de coupure qui sont très importants. On voit un petit peu les organes de coupure, d'accord? Alors pourquoi le gaz, bien sûr, il faut quand même, c'est très dangereux, n'est-ce pas? Donc il faut quand même, en cas de nécessité, pouvoir couper l'alimentation rapidement. D'accord? Ok? Alors bien sûr, les organes de coupure de gaz d'alimentation combustible gazeux, ben, la première des choses, qu'est-ce que vous lisez ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous lisez? Ils doivent être signalés et accessibles en permanence. D'accord? Absolument. Donc il faudrait qu'ils soient visibles, accessibles et signalés en permanence. Pour qu'en cas de nécessité, qu'on puisse, si vous voulez, appliquer, disons, les utiliser, etc. N'est-ce pas? Il ne faut pas qu'ils soient cachés ou, disons, comment camouflés par quoi que ce soit. Ok? Agréable? Vous avez ici, donc, en fait, les différents types, si vous voulez, de, comment dirais-je, de fermeture possible, donc, fermeture rapide. Vous avez le carabinier avec observateur, donc vous avez bien sûr, vous avez le gaz que vous alimentez ici, et l'organe de coupure, juste à la sortie, disons, de la chaufferie, vous avez la chaufferie qui se trouve ici. Ok? C'est clair? Ok? Alors, vous remarquez bien sûr que ce que vous devez avoir, vous avez toute le positionnement de ces vannes de coupure, etc. Ok? Donc, ici, dans cette signalisation, il faut la signaler que effectivement, c'est un organe de coupure, etc., etc. Alors, vous avez toutes les dispositions possibles que vous avez en fonction, disons, de l'alimentation, en fonction de la chaufferie, etc., etc. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Ok? Oui? Oui? C'est clair, s'il vous plaît? C'est clair, s'il vous plaît, là? Oui, monsieur. Très bien. Donc, vous avez toutes les signalisations. Donc, en fait, et vous voyez même, on vous donne ici donc les exemples de raccornement lorsque vous avez une chaudière gaz, d'accord? Une chaudière gaz que vous avez ici. Vous avez le comptage, vous avez la détente, bien sûr, et vous avez donc l'organe de coupure qui se trouve à l'extérieur, etc. D'accord? Ok? Oui, non? C'est clair? Très bien. On continue donc. Maintenant, ce qui est important, on arrive quand même, si vous voulez, un chapitre, un paragraphe important, dès qui sont les générateurs. Alors bien sûr, les générateurs, lorsque vous avez une chaufferie, lorsque vous avez un local technique, donc ça c'est le local technique, c'est la chaufferie, n'est-ce pas? C'est la chaufferie. En fait, le nombre de générateurs que l'on doit installer, il fonctionne de quoi, s'il vous plaît? Le nombre de générateurs que l'on doit installer, il fonctionne de quoi? La puissance. De quelle puissance? De quelle puissance? La puissance utile. La puissance utile, c'est-à-dire, dites-moi. Oui, j'écoute. C'est le bilan thermique. D'accord? La puissance utile, c'est celle que vous avez calculée en faisant votre bilan thermique pour votre projet. N'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, en fait, très bien. Bon, maintenant, regardez. Si j'ai, par exemple, j'ai trouvé, par exemple, une puissance utile, quand vous dites, comment dirais-je, de 5000 kW que je dois installer. Est-ce que je vais utiliser, d'accord, juste une chaudière de 5000 kW? Je vous écoute. Est-ce que vous pensez que je vais utiliser directement une chaudière de 5000 kW si mon bilan thermique m'a donné 5000 kW? Je vous écoute. Non, merci. Non, merci. Voilà, très très bien. Très bien. En fait, vous avez les règles maintenant, disons, du choix du nombre de quoi? Du nombre de générateurs. Ok? Alors, qu'est-ce que vous lisez ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous lisez?
Alors, selon la puissance que nous avons, d'accord, vous avez 350 kilowatts, et ensuite vous avez 1500 kilowatts. Donc, en fait, s'il vous plaît, regardez, donc nous avons des plages, Donc, vous avez pratiquement, si vous voulez, je dirais 350 kilowatts. Alors, pour le 350 kilowatts, nous avons besoin de quoi? Minimum. 2 générateurs. 2 générateurs, donc 2 chaudières, donc 2 générateurs. Ok? Regarde. Maintenant, bien sûr, entre 350 et 1500 kilowatts, on doit avoir combien? 3. 3 générateurs. D'accord? 3 générateurs. Et bien sûr, maintenant, on verra par la suite. D'accord? 3 générateurs que j'ai ici. Maintenant, si c'est au-dessous, je dois utiliser un générateur, n'est-ce pas? Oui. Si c'est au-dessous, donc, généralement, c'est à peu près un générateur suffit. Très bien. Ça, c'est en fonction de la puissance. OK? Donc, par exemple, ici, j'ai par exemple trouvé 5000 kilowatts. Je dois avoir au moins combien? Minimum. 3. 3 générateurs. 3 générateurs. Donc, bien sûr, les 3 générateurs, il faut les choisir en fonction de la disponibilité de ces générateurs sur le marché, des câbles ou de constructeurs. OK? Oui ou non? Très bien. Donc, le premier point, c'est en fonction de la puissance que vous avez. Donc, de générateur, si c'est juste supérieur à 300, mais toujours inférieur à 1500 kW. Et maintenant, si c'est supérieur à 1500, 3 générateurs, etc. Il y a un autre point quand même qui est très important. D'accord? Qu'est-ce que vous lisez ici? Qu'est-ce que vous C'est l'un des lisez? générateurs et hors service. Oh, qu'est-ce que bien sûr? Supposez par exemple que vous avez, si vous placez un seul générateur, qu'est-ce qui risque de se passer? Si vous avez un seul générateur, en cas de panne, qu'est-ce qui va se passer? En cas de panne, يحبس كلش. parce que je vous dis, il n'y a plus rien, C'est pour ça qu'en général, on doit avoir, si vous voulez, donc une certaine puissance disponible si un des générateurs tombe en panne. D'accord? Et bien sûr, malheureusement, nous n'avons pas encore ça pour nous, mais on va raisonner sur, par exemple, les zones climatiques françaises, donc françaises d'une manière générale. Et vous voyez, d'après ce tableau, les zones climatiques, je pense que vous pouvez les vérifier par vous-même sur Internet, les zones climatiques en France, vous avez 3 zones climatiques principales, donc vous avez H1, H2 et H3. D'accord? Ok? Oui. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on vous dit? Si par exemple, un des générateurs, par exemple, venait à tomber en panne, il ne faut pas que 75% de la puissance utile, d'accord, soit disponible. Il faut au moins que 75% de la puissance utile soit disponible. N'est-ce pas? Ok? Regarde. Pour la zone H2, bien sûr, c'est le milieu, etc. Ça, c'est la zone nord. Vous devez avoir 66% de la puissance utile qui doit être disponible. Maintenant, pour les zones bassin méditerranéen, vous avez au moins 50% de la puissance utile qui soit disponible. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Donc on a vu déjà, le premier point c'était quoi? C'est en fonction de la puissance installée. D'accord? Deuxième point maintenant, c'est quoi? C'est quoi? C'est la puissance disponible en cas de panne. Nous sommes d'accord? C'est la puissance disponible en cas de panne. Écoutez, regardez, par exemple, si je prends par exemple un seul générateur que j'installe, c'est clair, c'est 0 ou maximum, n'est-ce pas? Oui. Non. Maintenant, si je prends 2 générateurs qui ont la même puissance, c'est le tout ou bien 50%, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, si je prends 3 générateurs, minimum, qu'est-ce que je vais avoir? C'est quoi? C'est en fait les 3, c'est les 66%, etc. Nous sommes d'accord? Oui, non. Oui. Donc ça vous permet un petit peu, donc en fonction de la puissance disponible que vous devez avoir, de choisir un petit peu le nombre de générateurs. Il ne faut pas qu'en cas de panne, toute la puissance n'est pas disponible. C'est clair? Oui? C'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. On continue donc. Il y a un autre critère quand même que l'on peut, si vous voulez, utiliser, d'accord? Le critère, donc, du pourcentage
de puissance, disons à utiliser, d'accord? À utiliser. Regardez, par exemple, si j'ai, comme on revient toujours à l'ancien, si je prends par exemple une puissance utile de 5 kW, ce que la chaudière peut me délivrer, est-ce que vous pensez que normalement, je dois utiliser le maximum de la puissance que peut délivrer un générateur? J'écoute. Est-ce que je dois faire, par exemple, si j'ai par exemple une chaudière qui a 5000 kW, est-ce que normalement je dois soutirer les 5000 kW en totalité? Oui ou non? J'écoute. Quelqu'un peut-il me renseigner? S'il vous plaît? Monsieur, Est-ce que- est-ce que vous pouvez répéter la question? La question c'est quoi? Regardez, si par exemple je trouve une puissance utile à installer de 5000 kW, regarde, Oui. supposons que j'utilise par exemple une seule chaudière. Est-ce que vous pensez que c'est normal que je vais demander à ma chaudière de me donner entièrement les 5000 kW? Non. Non. Non, non, très bien. Alors pourquoi? 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 Parce que pour une quantité de 5000 kW, on a besoin au moins de 3 générateurs. Là, non, laissez ça de côté, laissez ça de côté. Supposons, par exemple, supposons que j'ai une puissance utile de 5000 kW et j'utilise, par exemple, un seul générateur. Par exemple, ok? Vous voulez pas que je mette les chiffres? Je ne vais pas mettre les chiffres. Pour ne pas avoir une ambiguïté. Supposons, par exemple, que j'ai un générateur d'une certaine puissance utile que je vais installer. Est-ce que je vais demander au générateur de me donner la totalité de la puissance utile qu'il peut donner? Non. C'est normal parce que regardez, même vous savez que lorsque vous avez un moteur de voiture, on vous dit toujours qu'il ne faut jamais l'utiliser à fond. Il faut toujours laisser une marge de sécurité, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui, bien. Donc vous allez par exemple utiliser, si vous voulez, un certain pourcentage, vous le laissez en réserve. Ne jamais par exemple pousser un équipement à fond. Quoique généralement il est là pour travailler, donc en principe, on doit utiliser le maximum de ce qu'il puisse nous donner. Mais pour plusieurs raisons de sécurité et surtout la longévité. Parce que si vous utilisez par exemple un générateur à pleine charge, ben disons la longévité, donc disons la longévité de votre équipement, elle va être réduite, n'est-ce pas? Ok? Donc en général, on n'utilise pas donc la totalité. Généralement, on prend par exemple, si vous voulez, les 2 tiers, d'accord? Les 2 tiers de la puissance utile à installer, d'accord? Donc ça, c'est un troisième critère que l'on peut introduire éventuellement. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. Donc il y avait pratiquement 3 critères. Donc si en fonction de la puissance du générateur, par exemple, vous avez le deuxième critère, c'est la disponibilité de la puissance utile lorsque il y a une panne quelque part. Et le troisième critère éventuel, c'est de ne pas utiliser les générateurs à pleine puissance et on le sait généralement aux 2 tiers de leur puissance maximum. Ok? C'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien, très bien, très bien. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît. J'écoute. Monsieur, en dehors de ça, et le régime, comment le choisir? Quel régime? Le régime de générateur. La chaudière, La quoi? la chaudière du générateur. Ben écoutez, le régime, qu'est-ce que vous parlez avant? Maintenant, on va parler au régime. Est-ce que vous parlez du régime d'eau chaude ou qu'est-ce que vous parlez? Tout chaud, oui. Non, le chaud, regardez. On avait dit que le régime d'un générateur, c'était, disons, la température à l'air, la température autour de l'eau chaude, n'est-ce pas? Si je prends par exemple l'eau chaude. Bon, on avait dit qu'il y avait généralement, c'est du 90-70, regarde. Ok? Oui ou non? Oui. Bon, vous avez d'autres, par exemple. Si je prends par exemple, disons, du 80-60, ok? Degrés, 60 degrés, par exemple. Alors justement, ces régimes, comment on les choisit? Parce que vous posez la question à Zimouche. Oui, monsieur. Alors comment, d'après vous, vous pouvez me donner une idée? Regardez Zimouche, regardez. Si vous avez vos générateurs que vous avez ici, en principe, ces générateurs, vous les raccordez sur des équipements terminaux, n'est-ce pas? Regarde. Oui, monsieur. Alors, les équipements terminaux, supposez par exemple que je prenne du 90-70, donc allez, 70 ici, d'accord? Et que mon équipement
généralement, les ventiloconvecteurs ne fonctionnent pas à 90-70. Ils partent, si vous voulez, surtout pour les planchers chauffants, ou les ventiloconvecteurs, ils ont des régimes plus ou moins plus bas. Donc, supposons que vous avez du 65-55. Qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Vous êtes obligé d'intercaler quoi? Un ballon tampon entre les deux. Donc, vous voyez que vous êtes obligé d'avoir un élément intermédiaire entre les deux pour que l'eau qui était à 90-70 au départ, elle revienne à 65-55 de ce côté. D'accord, Zemouche? Oui, monsieur. Et donc, vous êtes obligé d'utiliser un élément ici. Donc, en fonction de l'équipement terminal que vous voulez brancher, c'est ça qui vous conditionne sur le choix en général du régime de votre générateur. D'accord? Donc, si je choisis, par exemple, si vous voulez, j'ai un équipement qui fonctionne à 65-55, je vais utiliser carrément une chaudière qui est à 65-65 pour éviter d'utiliser un élément intermédiaire qui puisse m'abaisser la température pour les équipements terminaux. Ok? C'est bon. D'autres questions, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que je peux ouvrir une petite parenthèse concernant le TD3? Oui, bien sûr, allez-y, je vous écoute. C'est Bill Gaspard qui parle, c'est ça? Oui? J'écoute, allez-y. Nous, on a choisi le régime 90-70. Très bien. Quand on a commencé à dimensionner les radiateurs, au niveau du premier étage, on a trouvé que les températures de sortie, ils sont inférieures à 70. Or que... Répétez. Quand on a commencé à dimensionner les radiateurs, oui. Au niveau du premier étage, on a trouvé que les températures de sortie, chaque radiateur, sont inférieures à 70. Inférieures à 70? De quelle valeur? 65, 63. Là, c'est faux. Donc, regardez, s'il vous plaît. On a fait l'exemple. Lorsque vous prenez, par exemple, un générateur, d'accord? Que vous faites des alimentations, donc des équipements que vous avez ici. Alors, ça dépend de quoi d'abord? Ça dépend du mode de distribution, le système de distribution. Si vous avez un monotube, ou là, un monotube série-dérivé, ou bien vous avez les bitubes, n'est-ce pas? Regarde. Oui. D'accord? Maintenant, si, en principe, si vous avez choisi, par exemple, 90 degrés à l'aller, si vous avez choisi un régime de 70 ici, vous êtes obligé, quel que soit disons, le mode que vous avez donc pour vos émetteurs. Par exemple, je prends par exemple le monotube, d'accord? E2, E3 et 4. E3 ici. Donc, je suis obligé, lorsque je retourne ici, à la fin, je suis obligé au moins d'avoir à peu près, soit dans 60. Sinon, j'ai fait une erreur quelque part. Regarde. Oui. Alors, regardez, pour être clair, s'il vous plaît, pour être clair, vous avez choisi quel type disons, de système de distribution? Monsieur, vous nous avez demandé de faire le série dérivée. Série dérivée, très bien. Donc, si c'est un série dérivée, il n'y a pas trop. Donc, vous connaissez un petit peu donc, le système, il est comme ça. Regarde, ok? Ok? Très bien. Donc, je pense... Oui. Vous voyez? Voilà, oui, maintenant je vois. Donc, vous avez un série dérivée, donc... Vous allez alimenter comme ça, donc vous allez partir comme ça, sortie, il revient comme ça, d'accord? Regarde, en bas, bien sûr, vous allez alimenter comme ça, d'accord? Et ensuite, vous allez alimenter comme ça, etc. Regarde, ok? Et ensuite, vous allez faire votre tour comme ça. Regarde, on a vu ça, donc TT1, je pense TD1 ou la TD1, on l'a vu, d'accord? Ce qu'on a vu, disons, Et maintenant, vous faites un calcul, regardez, ce qui est le plus important pour vous, c'est surtout de calculer la température intermédiaire ici. Si vous avez fait une erreur sur la température intermédiaire, c'est normal que vous allez vous retrouver avec une température de retour qui n'est pas de 60. On peut trouver un demi-degré ou un degré au maximum de différence parce que c'est les erreurs de calcul, n'est-ce pas? Regarde. Ok? La différence est trop grande. Non, je pense que vous avez fait une erreur. Si vous voulez, donc celui qui a fait une erreur, on va peut-être avoir une séance spécifique. On va régler le problème ensemble. Regarde, ok? Oui, j'écoute. Oui? C'est même au niveau des nombres d'éléments. Oui. Quand on a calculé le nombre d'éléments, on a trouvé des chiffres qui sont un peu bizarres. C'est-à-dire bizarre, dites-moi le Zemouch. صبنا 29 29 Là, ça dépend de la puissance que vous voulez installer, écrit-moi, d'accord? Ok? C'est pas bon, pour la puissance, on a cherché le volume de chaque pièce et on l'a multiplié
le G. Très bien, très bien, très bien, très bien, c'est ça. Donc la puissance installée au niveau de chaque local, c'est le G que je vous donne, multiplié par le volume du local que vous voulez, disons, chauffer. Par exemple. Ok. Oui. J'écoute. Monsieur, le calcul les pertes de charge. Oui. نديرو كيما تاع البلومبري C'est la même chose. C'est un circuit hydraulique. C'est un circuit hydraulique. Regarde. C'est un circuit hydraulique. OK? ليكو كيف كيف ثاني. Bien sûr, regardez un petit peu. Donc, normalement, vous avez les coudes, mais n'oubliez pas les radiateurs. N'oubliez pas les radiateurs, n'oubliez pas les vents de... Parce que généralement, il faut, comme lorsque vous faites un schéma de principe, vous faites un schéma de principe complet. Parce que lorsque vous avez ici, vous avez la chaudière. Lorsque vous avez une pompe ici, vous avez la chaudière qui offre une certaine résistance. Vous avez les coudes, bien sûr, les singularités. Vous avez aussi les organes de coupure. Donc, vous avez des vents de coupure aller-retour, etc. Regardez le chagrin. OK? Donc, il faut tenir compte de tout. Vous avez les radiateurs. Comme je vous ai donné des tableaux. Vous avez un comme je vais vous les envoyer, aucun problème. Pardon? Là, justement, Zimouche, en principe, je vous avais demandé de faire le schéma isométrique. D'accord? Oui. Lorsque vous faites le schéma isométrique, par exemple, je pars de mon générateur qui est là, d'accord? Je vais l'alimenter comme ça. Je suppose par exemple que Hada le rez-de-chaussée. Supposons que Hada c'est le rez-de-chaussée ou Hada c'est l'étage, d'accord? Supposons que j'ai des locaux comme ça. Je vais placer mes radiateurs quelque part ici, d'accord? Donc au niveau de l'étage par exemple. Je vais placer mes radiateurs peut-être quelque part ici au niveau de mon... Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais les alimenter comme ça. Regarde le schéma. Ensuite, je fais donc je sois comme ça. Donc le schéma isométrique, il vous permet, le schéma unifilaire et isométrique vous permet d'avoir toutes les longueurs. Lorsque vous avez les plans, je vous ai donné des plans. Regardez, premier étage, rez-de-chaussée. Oui. Alors, normalement, vous placez votre chaudière et vous tracez des traits comment alimenter. Donc, je vais alimenter ce radiateur, l'émetteur interlocal. Je trace des traits pour connaître les longueurs que j'ai ici de ma chaudière vers le premier radiateur, ensuite du radiateur X, etc. Donc, vous faites d'abord un schéma unifilaire en plan. Et ensuite, vous faites un schéma isométrique en 3D pour avoir toutes les longueurs et toutes les singularités qui vous permettent de calculer les pertes de charge de votre installation. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? S'il vous plaît, j'écoute. Est-ce que c'est clair? Si vous voulez, donc, on va peut-être trouver une petite séance ensemble et on va peut-être reprendre le TD3, on va l'expliquer, d'accord? Vous faites un petit exercice qui ressemble un peu à ça. Au TD3 pour qu'on puisse comprendre un peu mieux parce que on n'a jamais fait ça, donc c'est les schémas. Ok, il n'y a pas de problème. Je pense que je vous ai envoyé des schémas, non? Je vous ai envoyé des schémas, ils ont 3D, isométriques et unifilaires. Mais on va trouver une séance à part et pour essayer d'un petit peu de vous faire comprendre, disons, l'esprit de cet exercice. Ok? Magda? Oui. Oui, très bien. D'autres questions, s'il vous plaît, avant d'aller plus loin? Donc ça, c'était sur le nombre de choses, disons, de générateurs qu'il faut choisir en fonction des 3 critères. Maintenant, bien sûr, il y a une chose qui est très importante que vous voyez ici, c'est quoi? C'est quoi? Le rendement. Le rendement. Alors, bien sûr, lorsque vous avez un générateur quand même, il faut soutirer le maximum de la puissance qu'il peut donner, n'est-ce pas? On va pas quand même aller chez des générateurs qui ont des rendements relativement très faibles. Nous sommes d'accord là-dessus? Oui ou non? Ok? Et donc, en fait, regardez, les rendements que vous voyez ici, donc en fait, vous avez la réglementation qui les spécifie, donc, etc. Vous avez maintenant, en fait, la puissance utile que vous devez installer entre 400 et 50 MW, ensuite de 4 kW et puis jusqu'à, si vous voulez, jusqu'à 400 kW. D'accord? Donc, ça, c'est puissance relativement faible, c'est puissance élevée. Alors, bien sûr, vous avez donc le rendement utile que vous avez ici, donc en fait, bien sûr, c'est le 100% que l'on recherche. D'accord? Ok? Alors, vous avez ces 100%, moins les PF, moins les PI, moins les PR. Ok? Alors, bien sûr, les PF, ils sont là. C'est les pertes de fumée. D'accord? Les PI, c'est quoi? C'est les résidus imbrûlés. Et le PR, c'est quoi? C'est les pertes de par convection
disons, de votre chaudière, etc. Regarde, ok? Et bien sûr, il faut quand même minimiser tout ça. Il faut minimiser tout ça. Donc, regardez, qu'est-ce que nous avons. Quand on parle du PF, les pertes de fumée, c'est quoi, s'il vous plaît? Les pertes de fumée. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'on entend par les pertes de fumée? Des pertes, disons, par les fumées. Vous savez très bien que regardez, lorsque vous avez une combustion, donc lorsque vous avez un CH, vous voulez par exemple, si vous voulez donc plus O2, d'accord? Qu'est-ce que vous obtenez? Qu'est-ce que vous obtenez? Bon, ça dépend de ce que vous avez. Si la combustion est complète, vous allez avoir du CO2, n'est-ce pas? D'accord, plus quoi? Plus de la vapeur d'eau. Oui. Oui? Plus de la chaleur. Plus de la chaleur, c'est tout à fait là, c'est ce qu'on recherche. Et bien sûr, maintenant, regardez, la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, elle est à une température quand même assez élevée, n'est-ce pas? D'accord? Oui, non. Et donc, vous avez ça, c'est les fumées, en principe. Le CO2 et le H2O, c'est des fumées. Bien sûr, ces gaz, ils sont à une certaine température assez élevée. Donc, il faut minimiser, disons, les potes parfumés. Et qu'est-ce qu'on fait aussi dans ce cas-là? On a vu ça, on utilise des récupérateurs de chaleur, n'est-ce pas? Oui, non. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, on utilise des récupérateurs de chaleur. Donc, les pertes de fumée ne partent pas les fumées. C'est parce que les gaz brûlés ont une température assez importante et on l'appelle cette chaleur parce que, disons, elle va vers l'extérieur. Maintenant, si par exemple, je peux avoir une combustion incomplète, au lieu d'avoir du CO2, je peux avoir du CO, n'est-ce pas? Oui. Oui, non. Du CO plus H2O. Et ça, c'est ce qu'on appelle, donc la combustion n'est pas complète. C'est ce qu'on appelle les imbrûlés. D'accord? Et éventuellement, donc vous avez une combustion incomplète et vous perdez pratiquement sur l'énergie vers l'extérieur, pratiquement. D'accord? Regarde. Le troisième point, ce qu'on appelle les pertes par rayonnement, c'est tout à fait normal. Parce que lorsque vous avez votre générateur, il y a quand même sur une certaine chaleur à l'intérieur, il y a toujours des pertes. C'est pour ça que les chaufferies, elles sont toujours chaudes. Et la température de chaufferie est importante parce que vous avez des pertes. Et c'est pour ça que les générateurs, ils sont isolés thermiquement. Les générateurs sont isolés thermiquement. On met, par exemple, si vous voulez, de la laine de verre tout autour, disons, pour la protéger. N'est-ce pas? Regarde. C'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Bah, maintenant, le dernier point, donc en fait, ici, on vous spécifie, par exemple, disons, les rendements qu'il faut avoir minimum pour les différents types, si vous voulez, de combustibles, etc. Regarde? OK? Donc, vous voyez bien qu'avant, c'était pratiquement, il faut avoir un rendement minimal de 85% en considérant toutes ces pertes. Donc, en fait, si j'ai 100 moins les PF, plus là, etc., donc je dois avoir, ce qui va me rester, c'est 85%. D'accord? OK? Ça, c'est pour le fuel. Et le gaz, je dois avoir un minimum de 86%. Exemple. Maintenant, ça, c'est les anciens. Les nouvelles la nouvelle réglementation. Vous avez maintenant, donc, vous avez les 89 et 90% de rendement possible. Donc, lorsque vous faites le choix, si vous voulez, de vos générateurs, il faut toujours penser au type de rendement qui est indiqué par le constructeur. D'accord? Il ne faut pas qu'il soit au-dessous de ce rendement que vous avez ici. C'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui? Pas de questions? Bah, je vous remercie, je vous souhaite bon courage et à demain. Donc, on va essayer de trouver une petite séance pour pouvoir expliquer le TD3. D'accord, ok? C'est bon? D'accord, monsieur. Je vous ferai part de ça. Allez, bon courage tous, bon courage à tous. Allez, au revoir. Regarde. C'est vous.